Alors, t'es un invité un petit peu spécial parce que, enfin, spécial. Tous les invités sont spéciaux, on dira, hein, Pour pas les pour compenser tout froisser. le monde. Ouais, exactement. Et non, mais t'es un invité assez spécial parce que bon, tu fais partie un peu de la sphère média. Tu travailles un peu à la télé, t'as fait des films, des séries, de la chanson évidemment. On t'a connu pour la Star Academy. Enfin, Ouais, on te connaît pour plein de choses, mais t'as émergé au grand ouais, public grâce à la première saison de la Star Academy, hein, c'est ça? tout à fait, ouais, tout à fait. En 2001, ouais, octobre 2001, on a commencé. Exact. Donc ici, comme je dis souvent, j'aime bien prendre son temps. On essaie de creuser un petit peu plus sur des sujets. C'est un peu l'anti format télé ou radio où ça doit aller très vite, où les questions sont très journalistiques et puis en 10 minutes et puis on va couper. Alors qu'ici, je coupe rien, absolument rien. Ok, Donc c'est un petit peu le principe. super. Je vais te laisser te présenter, me dire un peu qui tu es, Jean-Pascal. En même temps, ça permettra à ceux qui te connaissent de loin. Ou Euh, pas. ou pas, de situer un petit peu qui tu es plus profondément. Euh, Alors, donc je m'appelle Jean-Pascal Lacoste, je suis né le 21 juillet en 1978. Je suis né à Toulouse. J'ai émigré tout bébé au Pays Basque, où mes Hmm. parents venaient très souvent en vacances. Et finalement, ils m'ont emmené tout petit et ils n'en sont jamais repartis de là-bas. Donc moi, j'ai tout fait toute ma vie ici et j'y suis encore. Et pour la faire courte, je suis rentré en octobre 2001 à la première Star Academy sur TF1, une émission où il fallait apprendre à chanter. Et moi, je suis rentré là par hasard parce qu'on m'a demandé si je voulais participer au jeu alors que je suis pas du tout un chanteur. Et Et comment on se retrouve par hasard? Parce que moi j'ai plutôt l'impression que bah, c'est hyper sélectif quoi. en fait, en fait, moi, pour te la faire courte, j'ai été 5 ans pompier en plage, sur Ouais. les plages de la côte basque. Euh, et si tu veux, sur ma dernière année, puisque c'était ma dernière année de sauveteur, ils avaient des chasseurs de tête sur la TF1, si tu veux, et la boîte de production Endemol, ils avaient des chasseurs de tête et ils sont descendus sur la côte basque pour essayer de trouver quelqu'un qui correspondrait à, à ce qu'ils cherchaient dans le jeu, c'est-à-dire un trublion. Et puis, ah ouais, mais et ils ont été Un trublion. dans les Landes, donc à 3 quarts d'heure d'ici. Hmm. Ils sont tombés sur une nana que je connaissais et ils ont posé une question à cette fille en lui disant voilà, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait participer à un jeu télé et amuser un peu la galerie. Elle a dit allez à Saint-Jean-de-Luz, allez voir Jean-Pascal. Et donc ils sont venus me voir sur la plage. Donc moi au début, eux ils viennent me voir en disant voilà, on vient de on est une société de production, on fait un jeu pour TF1, est-ce que vous voudriez participer? Je dis voilà, si c'est un coup de la plage d'à côté, j'ai des choses à faire, je dois surveiller des gens dans l'eau, voilà. Donc si c'est un coup à la con, laissez-moi bosser quoi. Et Hmm. au final, ils disent non, c'est sérieux. Je dis ouais, moi je bosse aussi, je suis sérieux. Et puis de fil en aiguille, ils sont restés toute la journée. Et le soir, ils me disent non, non, mais c'est sérieux, faites-nous une chanson. Puis je leur ai fait une connerie face caméra. Et tout a démarré comme ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont rappelé 15 jours après, et ainsi de suite. Et je me suis retrouvé sur le plateau de la Starac au mois d'octobre, sans savoir où j'allais aller. Et Putain. j'ai fait demi-finale sans savoir où j'allais aller non plus, si tu veux. Ouais. Donc, en fait, j'ai le cul bordé de nouilles, quoi. Parce qu'il fallait tomber sur une nana qui me connaissait, il fallait qu'il vienne. C'est un peu le résumé de ma vie, quoi. J'ai beaucoup de chance, quoi. Hmm. Et c'est marrant parce que ce qui est extraordinaire, c'est on n'a pas l'impression comme ça, mais parce que la Star Academy, il y a eu je sais pas combien de saisons, tout le monde sait ce que c'est, 8. on appelle ça voilà, 8 saisons. J'aurais dit 9 tu Ouais. vois par truc, mais 8 c'est déjà beaucoup. Il y a eu aussi euh, sur M6, comment ça s'appelait cette émission déjà? J'oublie Sur M6, c'était la nouvelle star. la nouvelle star. Bon, tu vois, il y a eu toutes Ouais, ces émissions comme ça. Maintenant, on est bien sûr. habitué, tu vois, les téléréalités, les Tout à fait. télécrochets. D'ailleurs, Star Academy, c'était plus une télé-réalité, c'était une des premières. Et quand t'es Ah, mais rentré dans le truc, tu savais pas du tout où c'est que ça allait aller, quoi. c'était une des premières téléréalités, puisque juste avant, au mois de juin, c'était le Loft qu'il y Mm, avait sur M6. Et nous, on est arrivé au mm, mois d'octobre avec. On va dire que nous, c'était des téléréalités, mais nous, il y avait un concept qui était plus. Nous, c'était une école. Donc oui, c'était une télé-réalité parce qu'on nous suivait 24/24, on pouvait voir ce qu'on faisait, etc. C'était aussi ce côté entre guillemets voyeurisme, mm, mais mm. on a appris plein de choses, quoi. Même moi, sans savoir chanter, j'ai appris plein de choses. J'ai appris, on apprend ce qu'est la musique, etc. Mais on apprend ce qu'est un plateau télé, comment ça se déroule, comment tenir un micro, comment s'adresser aux journalistes. Donc il y avait vraiment c'était une télé-réalité, mais c'était une école, on va dire, de la télé-réalité. Voilà. Nous, il y avait vraiment un plus sur la Starac. Et c'était, ouais, on était les premiers. Ça fait 20 ans. C'est pour ça que maintenant on est habitué parce qu'il y a beaucoup d'émissions et qu'on a peut-être fait le tour.
aussi par rapport à ça. Toi, ce que tu vois aujourd'hui, t'as l'impression que ça se dégrade, que c'est mieux, ce qui se fait à la télé Alors, est-ce que c'est les années d'or se dégrader, il faut savoir aussi qu'on vieillit. Moi, j'ai 20 ans de plus, donc j'ai une vision c'est fou quand de même, la parce que moi je télé te vois comme ça, je te vois à la même âge que ce que je te voyais à la télé, quoi. c'est les crèmes de nuit, ça. J'ai un peu vieilli quand Je même, sais. mais je mets des crèmes, je m'en badigeonne plein la gueule. Et Collagène aussi. à bloc. Et mais moi, j'ai une vision de quelqu'un qui aujourd'hui a 43 ans, qui est père de famille, etc. Donc, j'ai une vision de la télé d'il y a 20 ans. Moi, aujourd'hui, notre fille à la maison, si on lui dit regarde ce que nous on faisait, elle va dire c'est à chier. Elle va dire c'est Donc, ringard. ouais, mais c'est cheap, voilà. Elle me dit c'est fini, quoi. Donc, si tu veux, je peux pas dire que je peux pas dire que c'est naze. Je veux dire que c'est une vision nouvelle de la télé. Alors moi personnellement, je dirais pas qu'elle se dégrade, je dirais qu'elle me convient pas parce que ça se dégrade pas parce que ça cartonne en audience. Donc il y a quand même des gens qui regardent. Donc après on peut dire que c'est de la merde ou pas, mais ça fonctionne. Donc moi elle me convient pas, mais aujourd'hui elle marche. Mais c'est des choses, je dis, différentes parce que nous on avait commencé il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, il y avait vraiment un concept. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis on arrive peut-être au bout parce que on essaye un peu de voilà, aujourd'hui tout est voyeurisme, tout est à ma vision des choses, hein, tout est voyeurisme, tout est pimpé, tout est faussé, c'est des mecs qui sont chargés aux stéroïdes à 18 ans, les meufs elles sont retapées au botox, si elles prennent un avion, il y a une dépressurisation, elles pètent, enfin je veux dire elles sont tu vois, mais voilà, mais c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui et c'était pas le monde dans lequel on vit il y a 20 ans. Donc c'est une évolution positive ou négative, à chacun ça de Et est-ce que tu as l'analyse. eu l'occasion de croiser par exemple Loana qui a été un peu la figure numéro un on va dire la figure conséquente de la télé-réalité, qui on le sait, je veux dire après elle a fait les magazines People, elle a eu des problèmes dans tous les sens. Ouais. Toi tu l'as croisée, Alors moi je l'avais vu mais au tout début de la Starac. Enfin après sur les 3-4 premières années de la Starac, on s'était tous un peu croisés, mais pas plus que ça quoi. J'ai jamais eu de Non. c'était plus est-ce que je sais salut, pas tu moi vas bien voilà quoi. de ta promo, tu sais à un moment donné j'ai l'impression qu'on parlait beaucoup des après, des conséquences en fait de la télé-réalité. Alors pas tant la Starac parce que ça restait quand même très un truc musique, danse, très artistique. Ouais. Mais je pense plus à des choses comme Love Story ou même après là comment ces émissions à la con sur TF1 là, le Secret Story, voilà. Ah, Secret Story, ouais, c'était le loft, c'était comme le loft, on va dire. Ouais, voilà, c'est le but, c'est que tu mets des gens ensemble et puis tu t'agites et tu vois ce qui se passe. Tu vois s'ils s'enfilent et s'ils s'enfilent, ça fait de l'audience. C'est un peu ça. Et puis c'est un peu ça. Ils se tapent dessus aussi. Aussi. Et quand des mecs qui sortaient de là, je sais qu'il y avait eu un candidat qui à la sortie de l'émission s'était suicidé. Et puis on a parlé beaucoup de FX. Ouais. C'est ça. Ouais. On a parlé de voilà, c'est la télé-réalité finalement, c'est l'enfer parce que ça propulse les gens de l'anonymat à la célébrité. Toi, t'as remarqué de ta promo des gens qui sortaient de là, qui étaient chibrés. Tu m'entends là ? Ouais. Super. Alors ça c'est bien parce que c'est une question, tu vois, où on s'est tous posé cette question en disant mais quand est-ce qu'il y aura un jour une émission où on pourra parler un peu du côté sombre, même si il y a un côté sombre partout, mais moi dans ma promo il y en a qui ont été détruits. Après je tairai les noms, mais on s'est revus pour les 20 ans avec certains. Il y en a qui sont pas bien. Il y en a qui sont pas bien parce qu'ils croient encore au miroir aux alouettes, si tu veux. Et c'est le problème. Si tu veux, la télé-réalité elle est compliquée si tu n'as pas de stabilité. Et si tu te fais avoir. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit très librement. J'ai vu des saladiers de coke en sortant, parce que je suis pas un gros bringueur, mais quand tu sors sur Paris, tu vas dans des endroits assez sélects. J'ai découvert ça, tu vois, tu sortais de temps en temps. Moi, j'étais plutôt du genre à rester accoudé au bar, à demander une bière. Et on me disait, monsieur, non, ici, nous, on n'a pas ça, on a que du champagne. Ah ben, je dis, moi, j'en bois à Noël. Donc, moi, je voudrais une bière, tu vois, j'étais un peu le bof du coin, si tu veux, et ça m'allait très bien. Mais il y avait des gens qui m'appelaient en disant ouais, et puis tu voyais il y avait de la coke et des trucs, et les gens se disaient viens, c'est cool, etc. Donc si tu as une faiblesse, parce que moi je vais te dire honnêtement, je me suis arrêté au pétard, j'en ai aucune honte, je l'ai dit, je suis tombé dedans aussi dans la fumette, j'ai su arrêter au bon moment,
mais j'ai jamais été plus loin. Et je pense que c'est cette force de caractère qui m'a permis, peut-être, en tout cas, d'être là, et en sachant que j'ai rien fait, mais d'être là aujourd'hui. J'ai une vie de famille, je travaille, j'ai la maison de mes rêves, je vis au Pays Basque, je fais aller-retour, je suis en bonne santé. Pour moi, c'est la plus belle des vies. Mais c'est peut-être ce côté, entre guillemets, normal, avec une famille, tu vois, une stabilité, des amis, des valeurs qui m'ont permis de pas tomber là-dedans. Parce qu'il y en a certains qui sont vraiment tombés dans la came et tout, et qui sont détruits parce que, en plus d'être détruits physiquement, psychologiquement, ils sont à des années-lumière et ils croient qu'ils vont toujours faire un album et que le Starac va revenir, quoi. Mais c'est très triste parce que je l'ai toujours dit, la télé-réalité, elle peut tuer, quoi. Elle peut tuer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le phénomène, moi, je trouve qu'il s'est inversé. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de télé-réalité qui risque d'y passer, c'est ceux qui la regardent. Parce que nous, si tu veux, on était confrontés à tout ça. Les gens regardaient les choses, mais ne s'identifiaient pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gamines de 16 ans, elles voient les nanas botoxées avec les lèvres comme ça, donc elles se disent, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. J'ai l'impression que en fait, c'est devenu contagieux. La dangerosité de la starification, parce qu'il y a un côté quand même qui est dangereux, en fait, c'est très contagieux, la starification. C'est-à-dire que les gens veulent faire comme ça. Et aujourd'hui, faire, je sais pas moi, tout le monde peut refaire ses seins si une dame ne se sent pas bien ou quelque chose comme ça, mais une gamine de 16 ans qui a une poitrine normale qui dit je veux avoir des nichons comme ça et des lèvres comme ça et un cul bombé parce que je vois ça à la télé, et je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ça devient un réflexe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça qui me fait plus peur aujourd'hui. Mais il y a un réel côté dangereux, oui, de toute façon, la médiatisation est dangereuse. Si tu aimes la notoriété, ouais, c'est ça, mais c'est ça, ça peut être. Comment tu l'as perçu? Parce que tu as été un des candidats les plus. Enfin, je veux dire, t'es sorti derrière, t'as pas été le mec le plus oublié, tu vois. Ah ben, je vais te dire une anecdote. Moi, nous, on est sorti, je crois, un vendredi ou un samedi avec Patrice. On est sortis en même temps. Patrice McTav. Le lundi matin, j'étais dans le bureau d'Étienne Moujotte. Et la semaine, je cherchais un appart à Paris avec mon père. Et je crois qu'une semaine après, très naturellement, donc je suis rentré dans l'appart. Et je suis allé faire mes courses à Carrefour, le Carrefour à Auteuil. Mais je suis allé faire mes courses comme je fais mes courses aujourd'hui, si tu veux. Et il y a eu service de sécurité, il fallait sortir. Donc, ma naïveté, si tu veux, c'était un bordel, les gens autour. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que... Ouais. Mais c'est peut-être ça aussi la chance que j'ai. J'ai toujours pris ça sur le dos de la cuillère. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est connu que ça te fait bouffer ou que t'es différente, tu vois. Donc, en fait, j'ai toujours continué le plus naturellement possible, ce que j'ai toujours fait, en fait. Je m'en suis toujours foutu un peu de la notoriété. C'est super agréable quand les gens te reconnaissent dans la rue, qu'ils viennent discuter, etc., si tu veux. Donc, mais moi, comme j'habite le Pays Basque et que tout le monde se connaît, j'ai eu plus l'impression qu'en fait, le Pays Basque était plus grand, si tu veux. Tiens, salut, ça va? Ouais, salut, ça va, tu vois. C'est cool. Mais si tu commences à t'habituer en te disant, ah, c'est bien, les gens me reconnaissent, etc., c'est là, je pense, où tu te casses la gueule. Moi, je l'ai pris en disant, écoute, voilà, je passe la télé, ils me connaissent, c'est sympa, c'est chouette. De toute façon, la notoriété, elle fait comme ça. Donc, si tu commences à t'y habituer, t'es mort. T'es mort si tu t'y habitues. T'es mort. Et tu vois, et sur cette question de télé-réalité, t'as raison, c'est comment on le prend. Mais néanmoins, il y a quand même des carrières qui sont sorties. Je pense à Nolwenn Leroy, forcément. Je pense à... T'as Olivia Ruiz, Nolwenn Leroy. C'est vrai, Olivia Ruiz. Mais t'as Pachigara aussi qui est auteur. Je m'en souviens de lui. Qui est DJ aussi maintenant. Qui s'appelle, putain. C'est pas Quentin. Quentin, Moziman. Exact. Et lui, tu vois. Gros DJ, hein. Et je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps, parce que pour le coup, je sais plus, c'était il y a 1 an ou 2, j'ai ce nom qui me revient en tête. Je me dis putain, qu'est-ce qu'il est devenu ce type qui avait fait la Starac? Il doit être inconnu du bataillon, c'est terminé. Et en cherchant, je me rends compte que ce mec est DJ un peu dans la musique, et le mec fait plein de trucs. Et il fait dans l'Espagne, quoi. Et il cartonne, hein. Enfin, je veux dire, il est cher, tu le veux, il est bankable, le gosse, hein. Moi, j'ai écouté ce qu'il fait, c'est bon déjà. Ouais. Et il est demandé vraiment un peu partout, quoi. C'est Ibiza, jet privé, c'est le vrai DJ, quoi. Mais c'est bien, ça prouve que, en fait, quand tu fais quelque chose, en tout cas nous, quand tu fais quelque chose, qu'on te donne l'opportunité, si tu veux y arriver, franchement, si tu te donnes les moyens, tu peux vraiment y arriver, parce que on a eu la chance de faire la Starac et pas autre chose.
quand tu fais la Starac, tu rencontres des gens vraiment qui comptent, des gens sérieux, des choses posées. Donc, si tu es stable dans ta vision des choses et que tu veux avancer, t'as tout qui est en main, si tu veux, t'as toutes les clés en main pour essayer d'y arriver, quoi. Aujourd'hui, t'as The Voice, par exemple, qui table peut-être un peu moins sur le côté people, et un peu plus sur la perfo, la performance, la voix. Ouais. On t'a pas proposé de faire faire le juré Mais ça aurait été énorme. Mais d'appuyer sur le bouton. À l'américaine, ils font le show, c'est extraordinaire. J'ai toujours dit ça. Je dis franchement, s'ils me proposent ça, moi j'y vais. Ça doit être rigolo, tu vois. En plus, ça serait un peu un contre-pied. Jean-Pascal en juge. Qu'est-ce que c'est que ce sketch? Mais j'aimerais bien être moi pour faire sortir un gars à la Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, il fait du truc populaire, bon vivant. Il vend des centaines de milliers de disques et ça cartonne. Donc moi, ce qui me saoule, c'est qu'on voit toujours des voix, des trucs dans le même style. Pourquoi on sortirait pas un mec qui refait une chanson et on fait tourner les serviettes ou je sais pas quoi, tu vois? Parce que ça marche et il y a une clientèle. Mais voilà, donc mais le jour où il y a ça, je pense qu'ils me mettront en juge. Et moi, ça m'ira parfaitement parce que moi, j'aime ce côté populaire. Je pense pas avoir changé. Et moi, j'aime la déconnade. Donc, s'ils me le proposent et qu'ils arrivent à avoir le budget, ouais, je dirais oui. Mais il y a un truc alors ça m'a un petit peu déçu quand même quand tu t'es présenté, parce que quand je t'ai demandé qui tu étais, je pensais que tu allais me dire je suis un agitateur. Et que ça allait faire suite à, justement là, on est en train de parler de ça. Ouais. Toi, quand t'as lancé cette chanson, c'était quoi? C'était dans ce but-là. Tu te dis tiens, j'ai pas une voix de fou, je vais essayer de partir dans ce délire. Alors je vais te dire l'histoire de la chanson. C'est pas moi. C'est à la sortie de la Star Academy. J'étais en loge. Il y avait Pascal Nègre, il y avait Pascal Guillaume, je crois, qui s'occupait de la... Alors Pascal Nègre, c'était le grand patron d'Universal, le numéro 1 monde. Il y avait Pascal Guillaume, c'était le mec qui allait organiser la tournée de la Starac, je crois. Enfin bon, voilà. Plein de gens qui comptaient dans le milieu de la musique et des médias. Et Pascal Nègre, donc le boss d'Universal, me dit bon Jean-Pascal, on va faire des titres. Je dis ouais. Il me dit on va commencer par faire un single et tout. Je fais ok. et là, si tu veux, de fil en aiguille, on m'a proposé cette chanson. Je suis rentré en studio, j'ai fait 2 prises, un quart d'heure. 2 prises, je te jure que c'est vrai. Et on a fait 984 000 exemplaires vendus. C'est énorme. Mais toi, tu te dis quoi? C'est une grande blague ou alors j'ai du talent? C'est quoi qui te passe en tête? Jamais. Moi, si tu veux, les 10 premières années, c'est un TGV. J'ai même pas le temps de savoir ce que je fais. C'est-à-dire que je fais des choix. Parce qu'on m'a proposé plein de merde où j'ai dit non. Mais si tu veux, tu fais confiance déjà aux gens qui sont derrière toi. Mais c'est surtout que tu sais, pendant 10 années, j'étais dans l'euphorie de la Starac. Tout a été très vite, tout a été très rapide. Donc tu dis oui, tiens, je fais ci, oui, tiens, je fais ça, etc. Donc si tu veux, quand j'ai fait l'agitateur, et l'agitateur pour entre guillemets ou entre parenthèses, moi je me suis pas présenté comme un agitateur parce que pour moi, l'agitateur c'est quelqu'un, si tu regardes la chanson, c'est quelqu'un d'honnête qui dit ce qu'il pense, etc. Donc pour moi c'est quelqu'un de normal. Mais vu que moi je le dis avec ma grande gueule, ça a toujours été un peu plus choquant. Donc parce que quelqu'un qui dit aujourd'hui les vérités ou qui dit ce qu'il pense, ça secoue un peu la bouteille. Donc les bulles elles montent si c'est gazeux et c'est pour ça que ça agite, je pense, tu vois. Mais moi quand j'ai fait ça, j'ai dit ça va faire chier un paquet de monde. Ça va faire chier ceux qui croient pas en moi et ceux qui croient en moi, ils vont bien rigoler. Ben alors allons-y. Parce que moi j'ai toujours fait ça. Parce que j'ai toujours eu j'ai jamais eu d'entre-deux, si tu veux. Moi j'ai toujours eu, je l'aime bien, je l'aime pas. Donc ça c'est bien. Donc ceux qui sont avec moi tant mieux, et ceux qui sont là, je les emmerde, je les emmerderai encore plus. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, quoi. Ouais, je vois. Et tout à l'heure tu parlais quand tu de ces saladiers de coq là. Ouais. Est-ce que bon, je te demande. Non, tu peux y aller. Moi, tu vois un peu le truc, tu vois. Tu m'as dit c'est freestyle. Ouais. Donc moi quand ça me vient, je demande. Est-ce que ce milieu de la télé, parce que tu y es toujours, plus que jamais, touche pas à mon poste, tu y es toujours ouais, je fais le 6 à 7 moi avec Casta. Okay. Je suis plus à la table avec Cyril, je fais le 6 à 7 4 fois par mois avec Benjamin Castaldi. Parce que je regarde plus du tout la télé, évidemment, ça fait 4 ans et bientôt 5 que je suis à Montréal ici, ça faisait un moment déjà que je regardais plus la télé, et ici je la regarde pas, il y a encore moins la télé française pour le coup, donc je suis un petit peu déconnecté, j'ai préparé cette conversation en regardant un petit peu les émissions que tu avais fait, où c'est que tu étais allé, mais
toujours quelques petits doutes. Ce milieu-là, tout le monde se drogue? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, pas tout le monde. Beaucoup, mais pas tout le monde. Ouais. Tu sais, c'est comme le surf. Moi, je me rappellerai tout jeune, quand je surfais, j'avais une copine et son père ne voulait pas que je la voie parce que comme j'étais un surfeur, j'étais un drogué et je dormais dans mon camion. Donc, tout n'est pas fait comme ça, si tu veux. Tu as des gens qui prennent des drogues dans le milieu, tu en as qui n'en prennent pas. Mais la drogue est toujours existante. Ce cas, c'est qu'aujourd'hui, avant, c'était réservé, on va dire, à une élite et c'était quand même un peu plus discret. Aujourd'hui, ça ne choque plus personne, on va dire. C'est-à-dire que tout le monde sait plus ou moins dans le milieu qui c'est qui prend de la drogue, qui c'est qui n'en prend pas. Bien sûr. Tout le monde sait qui en prend et c'est le pétard des années 80. Malheureusement. On parle de la coke, hein. Bien sûr. Ouais. Ça s'est démocratisé énorme. Parce qu'il y a des nouvelles drogues maintenant. C'est ça le pire. Le pire, c'est que ça va crescendo. Et c'est la complexité de tout ça. Mais tu as l'impression que c'est un peu le... tu sais, c'est comme un... Tu sais, c'est un style, je pense aussi. Tu sais, c'est si tu fais... c'est comme, je sais pas, moi... je sais pas comment on peut dire ça, tu vois. Les punks, on disait que c'était des drogués et tout. Il y avait peut-être des punks, mais qui étaient pas drogués. Ils pouvaient écouter du métal, avoir des blousons de cuir, des docks et les cheveux en crête, mais c'est pas pour autant qu'ils se défonçaient ou qu'ils étaient à la pompe avec de l'héroïne, tu vois. Il y a des images comme ça, il y a des caricatures. Maintenant, il y en a beaucoup quand même qui prennent le truc en disant, ben voilà, alors est-ce qu'ils en prennent parce qu'ils sont dépendants? Est-ce qu'ils en prennent parce que ça fait bien, parce que c'est la télé? Ça, c'est... Il y a cette démarcation entre le showbiz et le grand public où on a l'impression que tout ce qui se passe dans le showbiz, tout le monde sait de quoi il s'agit, tout le monde sait qui prend quoi, tout le monde sait ce qu'il fait, mais que ça ne dépasse. Il y a comme une espèce de déontologie, comme il pourrait y avoir, tu sais, avec les médecins, où tous les médecins discutent entre eux, mais rien ne sort. Et on a l'impression que dans le showbiz, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un est accusé c'est pas une critique, hein, ce que je fais. Non, alors faut complet. Pas, il faut. Et quand bien même, il faut parler. Juste. Ouais, bah tant que j'y suis, tu sais, moi voilà, comme je suis en showbiz, j'en profite pour essayer de percer les secrets. Quand quelqu'un fait une connerie, ou qu'il est accusé, ou qu'il y a voilà, il est accusé de, je sais pas, d'un accident, prise de drogue, quoi que ce soit. On a l'impression qu'il y a toujours ce discours. En fait, tout le monde savait, tout le monde savait, mais ça sortait pas. Comme si, tu vois, on fait partie du même, on fait un peu partie du même club et on va pas révéler sur quoi que ce soit. Alors c'est la même chose quand tu me dis, tiens, oui, il y en a beaucoup qui en prennent dans ce milieu-là, mais c'est hyper étanche. Bah regarde les curés. Combien de pédophiles pendant des années on dit oh c'est rien, c'est le curé, il faut rien dire. Et le jour où ça tombe, c'est le même schéma. Ben parce que déjà on n'a pas à balancer la drogue, c'est interdit, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai toujours dit pourquoi on va pas balancer quelqu'un qui prend de la coke. Par contre, si j'en connais un qui va trifouiller des gosses ou des conneries, avant de le balancer, déjà il faut lui laminer la tronche et après il faut le balancer aux flics. Donc si tu veux, à quoi bon de balancer quelqu'un qui prend de la cam? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est ça le truc. Après, on le sait. Tu vois, moi j'ai des potes dans le milieu, je sais qu'ils tapent tous les jours. Ça n'empêche que c'est mes potes, c'est des gens hyper intelligents, hyper posés, mais c'est une addiction. C'est une addiction comme la cigarette, c'est une addiction comme l'alcool, ça peut être une addiction comme des stéroïdes, c'est une addiction. Tu peux avoir une addiction à ces putains de téléphones, à ces putains de smartphones. Aujourd'hui, c'est comme ça, donc à quoi bon me balancer? Pour lui dire va te soigner? Tu sais, je pars du principe que si quelqu'un veut arrêter, il peut toujours arrêter. Moi, j'ai fumé 15 pétards par jour et un paquet de clopes. Pendant quelques années, je me suis vu crever et j'ai su arrêter du jour au lendemain parce que je me suis dit, c'est ça où tu vas mourir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand mon père est décédé, je me suis mis vraiment dans la fumette. En fait, ça ne résout pas les problèmes, ça ne fait que les repousser. Mais je suis un peu tombé là-dedans et je fumais beaucoup, si tu veux. Donc, dès que j'avais un souci, je fumais et puis après, tu prends l'accoutumance, quoi. Le matin, tu te lèves, tu trouves une mèche et puis... Et voilà, et puis jusqu'au moment où j'allais me cacher pour pas que mes gosses me voient, tu pues de la gueule, t'es jaune, et puis tu dis mais tu vas où? Et ce ne sont que des pétards. Attention, c'est pas une petite chose des pétards, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, ce sont des drogues douces, on va dire. Mais j'ai su arrêter du jour au lendemain. J'ai vu une hypnotiseuse, tu vois, ça m'a bien aidé. Mais tu peux fumer. Il paraît que ça aide, mais moi ça a fonctionné. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un ne veut pas prendre de drogue, il n'en prend pas. C'est ce que je veux dire. Il y a un moment, il faut avoir des couilles un peu, quoi.
Alors après, voilà, il y a des gens qui sont plus naïfs, il y a des gens plus faibles. Donc voilà, si quelqu'un me demande de l'aide, oui, je vais l'aider. Si quelqu'un ne me demande pas, qu'est-ce que je dis? C'est comme quand je joue à Loana. Tout le monde dit il faut l'aider, il faut l'aider, il faut l'aider. Tout le monde y a tendu la main. Il y a un moment, si elle veut pas la prendre, ben, elle se démerde. Hein. Tu vois, c'est En ma parlant de vision des stéro, choses. Hein. Oui. et justement, en parlant de stéro, c'est marrant que tu dises on peut être accro au stéro. Est-ce qu'il y a, parce que ici on parle de temps en temps quand même de stéroïdes, de muscu, de fitness, tout ça, et ça fait partie. Enfin, quand tu parles sport, fitness, bien sûr. image de soi. C'est comme télé. Télé, Ça, on parle de coke. Sport, on parle de stéroïdes. Surf, on va dire la fumette. Tu sais, c'est des. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est comme ça. Bah, c'est des clichés qui finalement sont parfois un peu entretenus aussi. Donc, Ouais. donc bon. Est-ce qu'il y a des stéros à la télé? Dans le milieu Dans le cinéma, ouais. Dans le cinéma, ouais. Parce qu'on arrive à. Toi, on sait que t'as pris. Ouais, non, vas-y, termine. Non, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Je vais me noter. Dans le cinéma, on arrive beaucoup. On est en train de s'américaniser, en fait. Alors ça, c'est pareil, c'est tabou. Les gens ne diront pas. Tu sais, il suffit de regarder le sport. Non, mais jamais. Alors que, putain, mais moi, je pars du principe, quand je vois tous ces putains de cyclistes, et il n'y a pas que les cyclistes, je vois qu'ils se font flasher en côte pendant le Tour de France. Et on te dit, ils sont blancs comme neige. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ils sont dopés. Ok. Mais soyons honnêtes, tu vois. Et dans le milieu du cinéma, c'est pareil. Si tu regardes, il y a des rôles sur des Américains, ils pèsent 80 kilos, ils ont un tournage dans 2 mois et ils pèsent 106 kilos 2 mois après, sec, comme ça. Et on te dit, ouais, grâce à mes super protéines, je suis devenu costaud. Ouais, prenez-nous pour des cons, les mecs. Et moi, c'est un peu cette naïveté qui m'énerve. Et si tu veux, on y arrive en France parce qu'il y a certains rôles, tu vois, certains mecs, tu sais pertinemment qu'ils ont pris certains produits pour arriver à ce niveau-là. Ce qui ne me gêne pas. Parce que moi, tu vois, demain, moi, j'ai jamais pris de produits interdits. À part peut-être la DMA, c'est l'ancien Jack 3D pour avoir un peu de boost. Qu'on arrive à retrouver encore. Voilà. Mais j'ai jamais été workout classique. Voilà, exactement. Mais demain, et Dieu sait que, franchement, j'aimerais. Si demain on me dit, voilà, Jean-Pascal, t'as un rôle dans 2 mois, il faut que t'aies pris 15 kilos de masse musculaire et que tu sois sec. T'as un médecin, on va faire des tests, on va changer un peu la mule. C'est con à dire, mais je le dis, frère, pour un rôle, je fonce de suite. Mais, si je suis suivi. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que je pense que dans le milieu du cinéma français, il y en a certains, et je pense qu'ils sont suivis, je comprends qu'ils le fassent. Après, voilà, le problème, c'est qu'il y en a qui le font comme ça, sans être suivis, ils vont sur Internet, ils commandent 3 merdes, c'est de l'urine de chèvre, et puis ils se retrouvent avec 3 testicules, et... Voilà. 3 testicules, c'est une chance de jeter plus de testostérone, tu me diras. Complètement. Donc oui, ouais, dans le milieu du cinéma, ouais, en France, ouais, ça, je pense, ouais, il y en a certains. Alors, mais c'est pareil, c'est tabou. Je pensais pas oui, bah c'est tabou. Je pensais pas à ce point-là parce que les films aux États-Unis, on le voit, les transformations. Alors moi, je peux les citer parce que je m'en fous. Et puis de toute façon, de toute façon, tu peux tous les Batman déjà. Oui, voilà, tous les Batman. Tu vas voir Baywatch. Tu vois Zac Efron qui a 5% de masse graisseuse, tu vois, un mec arrêté quoi. Un peu de clambu, hop, ouais. Ici, tu t'y connais, hein, tu connais les noms. Hein, tu vas sortir. Je suis passionné par le dopage. Ouais, parce que j'essaie de comprendre comment on peut arriver à prendre quelque chose en sachant que tu risques quand même ta peau. Et c'est ça qui me fascine, moi. Toi, il faut que tu regardes la chaîne de The Rob. Hein. Il fait qu'en parler. Ah, mais The Rob, ça me dit un truc. Je crois que j'ai déjà vu. Sur YouTube. C'est un black le lien. Ouais, j'ai déjà vu. Ouais, il en parle. Il parle pour le coup, si ça t'intéresse de savoir pourquoi, dans quelles conditions et les gens peuvent en prendre, à quel point ça peut être délétère ou pas, je pense que ça peut t'intéresser. Moi j'adore. Mais tu vois, par exemple, les SARMs, on parle des SARMs pour se développer. Tu vois, on te dit qu'il n'y a pas de risque. J'ai hésité, je suis tous les jours dessus. Alors, j'ai pas franchi le cap parce que je le ferai pas, mais tu vois, je suis putain à me dire, putain. Mais après, j'ai pas envie de me foutre en l'air, tu vois. Mais après, je me dis, voilà, si je peux être peut-être un petit peu plus affûté. Bon, après, je fais des bons programmes. Tu connais Enzo Fukra, qui est mon coach, qui est un mec fantastique, qui lui m'a fait perdre, il m'a fait perdre 8 kilos en 2 mois pour un tournage. On a réussi à le faire. Et c'est beaucoup, 8 kilos en 2 mois, ça va, il faut aller vite, quoi. C'est dur. Ouais, s'entraîner, manger, pas à déconner.
t'as pas un écart, tu pèses toute ta bouffe. Ça marche si tu veux, mais il faut le faire. Mais je veux dire par là, si tu vois, si j'arrive demain à me dire tu vas être affûté comme tu vas être impeccable, je suis sûr en septembre, je suis sûr que j'arriverai à avoir un autre rôle ou un truc en plus parce que je suis impeccable. Mais impeccable c'est avec l'idée l'âge d'avoir et montré tout une ça. transformation aussi, quoi. Il y a ça aussi. Bon, après, j'ai 40 et quelques années, tu vois. J'aurais eu 20 ans, je serais tombé dedans, je pense. Sans envie de famille et tout ça, je pense que Ah ouais. j'aurais été au casse-pipe, je pense. Ouais. Et justement, c'est marrant parce que tu t'as perdu donc 8 kilos en 2 mois là récemment pour un tournage. T'as été coaché par Enzo Fukra, à qui je passe un grand bonjour et que je lui fais un grand signe de la main. On discute, on s'échange de temps en temps des messages WhatsApp avec Enzo non, vraiment, enfin, je le remercie Super parce mec. qu'il nous a mis en contact aussi. Il m'a dit tiens, tout à fait. je coach en ce moment quelqu'un. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et on a discuté. Je lui ai dit bah oui, vas-y, banco. Et puis ensuite il t'a parlé du podcast et on est rentré en contact. Et puis c'est super. Mais cette image du corps, tu vois, pour faire un petit lien entre stéro ou pas, mais oui, bien sûr. transformation. Est-ce que tu as une pression à la télé parce que c'est quand même le milieu de l'image par excellence. Tu as des caméras sur toi, en plus d'avoir des micros, mais tu as les caméras, on voit à quoi tu ressembles, on va te juger sous toutes les formes. Le fait d'être en forme, quand même, t'es content. Alors, tu te montres. Je vais te, tu vois, alors, moi qui suis très copain avec Benjamin Castaldi, qui est un fou de muscu, déjà, nous, on se chambre. Tout le temps. Chaque fois qu'on se voit, c'est alors, t'as pris, t'as repris, t'as perdu. Tu vois, on est vachement là-dessus. Nous, par rapport à ce qu'on veut montrer, déjà, tu vois, nous, on est à 1000%. Donc, oui, t'as comment tu es, ce que tu montres. Moi, il m'est arrivé pour des rôles de casting, on me dit non, là, t'es trop gros, ou alors, et puis en plus, le problème, c'est que tu veux, comme souvent tu le fais mal, c'est pour ça que je conseille toujours à des gens d'avoir un coach, entre guillemets, parce que être costaud, c'est pas être gras et paraître, tu vois, il y a cette méconnaissance aussi, tu vois, tu peux être sec avec du poids en moins, et les gens vont dire, putain, mais t'es devenu hyper costaud. Tu vois, il y a vraiment plein de choses à pas, il faut pas tout mélanger, tu vois, souvent tu dis, il faut être costaud, il faut prendre du poids, c'est pas vrai, tu vas faire gras. Que si t'es sec et affûté, on va dire, putain, mais t'es sacrément costaud, et pourtant, sur la balance, tu seras plus faible. C'est ça tout le paroxysme de tout ça. Et puis ça dépend si t'es torse nu ou en plus. Mais dans ce milieu, ça compte. On va dire quelqu'un qui est rond d'origine, on le connaît comme ça, c'est son truc, on l'aime comme ça. Quelqu'un qui est affûté, il faut qu'il soit toujours affûté. C'est-à-dire, si t'es en 32 en pantalon, faut jamais que tu aies 34 ou faut que tu sois toujours en 32. Ah oui, donc en fait, ce que tu me dis, c'est qu'on va juger plus ta transformation, enfin, je mets ça entre guillemets, ta déchéance, plus que qui tu es vraiment. Bien sûr. Bah, tu sais, aujourd'hui, regarde. Regarde la musique. La musique, j'ai plus vendu que les chanteurs parce que j'étais un bout en train et que je faisais le pitre. Et bien, quelqu'un aujourd'hui au cinéma, ma vision des choses, va, je pense, arriver à piquer un rôle à quelqu'un parce qu'il est plus beau qu'un autre, mais peut-être même moins talentueux. Mais comme il est beau, ça fera vendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, on se dirige aussi là-dessus. On va te dire, il est pas très talentueux, par contre, quel beau gosse. Et ça fait vendre. Parce que tu sais qu'il peut être dans une pub, il ferme sa gueule, il joue, il est beau, et hop, bam. Alors que quelqu'un qui est peut-être un peu moins beau, un petit moins truc, mais qui a du talent, mais c'est pas vendeur. C'est triste, mais c'est la réalité. Tu l'as vécu, personnellement, ça? Non. Non, mais à travers la musique, oui. Puisque la musique, il y a plein de gens qui m'ont dit, putain, mais comment ça se fait? Moi, j'ai fait des écoles, je chante mieux que toi et j'ai pas vendu. Je dis, ouais, mais il faut être un peu... Moi, je suis un con. Et le con, ça fait vendre. Être un con, un bout en train, ça marche, tu vois. Et tu vois, c'est un peu... Aujourd'hui, c'est le contre-pied, quoi. Aujourd'hui, on regarde pas le talent de quelqu'un, on regarde ce qu'il va faire. Regarde, moi, je te dis, en demi-finale, normalement, j'aurais jamais dû y aller. Je n'ai aucun talent dans la musique. Par contre, j'ai fait le pitre. Donc, qu'est-ce qu'on retient de Jean-Pascal? Qu'est-ce qu'il faisait le con? La personnalité, ouais. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ou la personnalité, ben ouais, mais c'est pareil pour le reste, je pense, aujourd'hui. Donc, l'apparence est hyper importante aussi, quoi. Quoi qu'on en dise. Les marques, qu'est-ce que t'as au pied, c'est triste à dire, mais c'est...
Mais dans la télé, sur les plateaux, est-ce que tu les vois les mecs qui s'affûtent? Je pense à Cyril Hanouna. Est-ce que le mec fait du Cyril fait beaucoup mais... de sport, il fait beaucoup de padel, il a fondu quand même, Cyril. Cyril a vachement fondu là. Après, Ouais. Cyril, il court partout, donc c'est un bosseur incroyable. Mais tu regardes Castaldi, c'est fou. Je sais pas combien il a perdu, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Tu sais qui c'est qui a énormément fondu aussi et qui est pas mal, c'est Ferrari, le comique français. Alors tu sais quoi, moi j'adore ce Al. type. Moi je suis fan. Alors moi je le connais J'adore ce pas. type. Je le connais Ouais. pas. Mais alors je trouve que c'est un exemple de réussite déjà. Parce que moi je rêverais de faire du one man, donc j'espère que tu vois, un jour il m'appellera. Mais je l'ai vu là dernièrement, il s'entraînait avec Parisi, Vincent Parisi. Ils ont fait une Je connais pas. émission là, Vincent Parisi qui a fait du free fight, etc., du MMA. Et il fait une émission, je crois, sur Eurosport ou sur Beansport, et il s'est affûté le Ferrari. Mais alors, mais c'est hallucinant, quoi. Tu vois, il est sec, il est tight, et c'est vachement bien parce que on le fait pour sa santé, on le fait pour soi-même, mais tu le fais aussi par rapport à ton job, quoi. Quand t'es une personnalité publique, ce que tu veux faire paraître, ce que tu veux montrer, mais énormément. Faut pas se voiler la face. C'est énormément. Les nanas qui se foutent les lèvres comme ça et qui se font refaire les nichons et puis savoir quoi en foutre, c'est triste à dire, mais c'est pas pour les montrer à la voisine. C'est parce que c'est à la mode et que ça plaît. Ben ouais. Enfin, ou peut-être, je sais pas. Sauf, On n'est pas à sauf l'abri. si la voisine est Claire Chazal, peut-être. Sauf si la voisine serait ravie de voir les balles de je sais pas qui, mais non, mais on est beaucoup dans l'apparence. Et en France, on y arrive, comme l'Amérique, le culte du corps, on y arrive. Et Jérémy Ferrari, effectivement, j'adore ce gars. Bon, alors ses spectacles sont. J'ai toujours aimé l'humour noir, donc quand il était dans l'émission, qui était d'ailleurs une pseudo-émission télé-réalité sur les humoristes. Enfin, c'était pas de la télé-réalité, mais c'était plus un tremplin. On te demande qu'à en rire par Ruquier. Moi, je regardais ça quand j'étais plus jeune, absolument. Et c'est là-dessus que je l'avais découvert et j'adorais ce qu'il faisait. Et je pense qu'on peut retrouver à peu près tous ces passages sur YouTube et tous les passages de tous les candidats sur YouTube. Donc, on peut se faire plaisir. Mais il est passé par des moments assez difficiles aussi parce que je l'ai entendu dans un podcast, c'était chez Kian Kojandi. Que j'ai pas trouvé le podcast excellent en lui-même. À la limite, c'est une critique pour le coup. Mais la façon dont il raconte sa période d'alcoolisme, comment il le vivait, comment il l'a vécu de l'intérieur et comment il a essayé de s'en sortir. Parce que c'est un mec qui était alcoolique pendant longtemps. Et alors que tu vois maintenant affûté. Incroyable. Et ouais. Mais ça, les mecs savent parler donc. Ben ouais, mais c'est un peu, mais tu vois, c'est pas, on peut pas les comparer, mais que tu le vois lui, Cyril Hanouna par exemple. Moi, c'est des mecs, Cyril, pour te dire, moi, au début des années 2000, quand je suis sorti de la Starac, Arthur était encore à la radio, et lui, c'était un petit peu le. Putain, Arthur. Ouais, Arthur était sur Fun Radio, et lui, comment il s'appelle Cyril faisait des trucs sur comédie, il partait à la radio, il faisait des trucs à la con sur rigolo. Il se foutait à poil partout, mais c'était fantastique. Mais si tu veux, il faisait pas fortune, on va dire. Et ce mec-là, tu vois, aujourd'hui où il en est, les mecs, c'est des bourreaux de travail, de caractère, de goal, si tu veux, d'objectifs, et ils y sont arrivés. Et Ferrari, c'est pareil, je pense. Tu vois, parce que si le mec, il a été alcoolique, il faut s'en sortir. Tu vois, il a été alcoolo, aujourd'hui, il a futé comme une arbalète, il réussit, il met des gens en scène. Tu vois, ces mecs-là, pour moi, c'est des exemples. Tu vois, qu'on les aime ou pas, on ne peut pas nier leur réussite et leur talent à arriver à ce qu'ils veulent dans des situations difficiles. Que ce soit Ferrari peut-être pour l'alcool, que ce soit Cyril. Cyril aura des pâquerettes moi que j'avais discuté avec lui, il me dit tu verras un jour je ferai ça. Le mec, il a jamais démordu et il y est arrivé. C'est pour ça que moi, Cyril, je regarde, je l'écoute, je prends parce que ces mecs-là, c'est des, je te dis, c'est comme quand j'ai vu Ferrari tout à l'heure. Je dis, putain, les mecs, quoi. Les mecs, ils y vont. S'ils ont un objectif, bam! Et c'est des exemples. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à ceux qui peuvent émettre des critiques sur alors peut-être pas sur Jérémy Ferrari, mais plus sur Cyril Hanouna, dans le fait qu'il anime une émission qui est certes regardée par des millions de gens, mais dont on s'accorde tous plus ou moins à dire que ça rend pas plus intelligent, que ça abrutit la population plus qu'autre chose. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ça, c'est sûr que c'est pas question pour un champion, mais c'est pas les Marseillais non plus. Donc, il y en a qui vont y trouver leur compte, il y en a que ça va faire chier. Le petit bobo parisien qui vient chez nous en vacances avec ses espadrilles et ses chaussettes là, qu'on peut pas blairer d'ailleurs, lui va être sur quotidien.
Et le mec un petit peu plus, je dirais, populaire, franchouillard, comme 80% de la population, comme moi, on regardera Cyril et on dira, ben ça me fait rire, ça me fait pas rire, mais j'ai passé un bon moment. Tu sais, si ça pouvait marcher, qui plaisait à tout le monde, il ferait que 35 millions de téléspectateurs. Et ça serait pas bon. On se ferait chier, il y aurait qu'une chaîne, quoi. Donc, il y a ça. Après, il y a la critique gratos aussi, qui est fréquente, parce que Cyril réussit, parce qu'aujourd'hui, Oui, forcément. c'est un des plus gros producteurs, et la réussite, par chance ou par travail, il y a toujours des critiques. Donc, et puis je vais dire, il faut de la critique. Parce que si tu as de la critique, tu gênes, et si tu gênes, c'est que tu prends une place. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Donc, moi je pense qu'il faut de la critique, et c'est la liberté de pouvoir critiquer. Donc, tant qu'il y aura de la critique, eh ben, c'est qu'on sera libre. Quand il y en a plus, c'est que c'est un peu compliqué, quoi. Toi, comment tu juges, toi, toi, est-ce que tu regardes quel genre d'émissions tu regardes, est-ce que tu te regardes toi-même d'ailleurs? Je déteste me voir. Alors, je vais me regarder tout seul pour voir ce que je fais, pas bien, etc. Mais avec du monde, je ne peux pas me voir. J'ai honte. Je supporte pas. Je déteste. Je déteste me voir. J'ai honte, ça me gêne. C'est bon, c'est comme ça, hein, mais donc non. Après. Ouais, non, mais moi ça m'a toujours fasciné et me fait halluciner parce que à mon niveau c'est un peu la même chose. J'ai du mal à écouter mes propres podcasts par exemple. Je les écoute rarement, sauf de temps en temps quand j'ai envie de revenir sur des discussions qui m'ont apporté des choses intéressantes. Ça arrive pas souvent. Et quand j'essaie de voir ce que je peux faire de mieux aussi, je me réécoute. Mais si par exemple je suis dans une pièce, il y a du monde et quelqu'un pour rigoler ou alors j'en sais rien va appuyer sur sur Spotify, va lancer mon podcast et qu'il y a du monde, je vais être mal à l'aise, putain. Ah ouais. Comme toi, quand t'as du monde autour. Je ne supporte pas, je peux pas. Ça me gêne, putain, j'ai honte. Je te jure, j'ai honte. Ah oui. C'est comme ça. Je sais pas. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont comme ça, qui regardent pas leurs films. Je sais que Bakri, par exemple, ne regardait jamais ses films. Ah, je peux comprendre. Moi, je déteste me voir. J'ai honte, putain, je te jure. C'est terrible, là. Mais... Il n'y a pas de tolérance, quoi. C'est-à-dire que plus ça va, plus tu vas te tolérer et plus ça va te passer au-dessus. Ah ouais, non, moi, j'y arrive pas. Je ne peux pas. Par contre, j'écoute beaucoup la critique autour de moi. Ce qui va pas, ce qu'on peut améliorer, que ce soit mes propos, le vestimentaire, etc. Voilà, ça, je prends toujours. Mais me regarder, non, ça c'est pas possible. Et quand t'as la chanson, oh putain, c'est pire. Passe. Ah non, c'est bon. Après, ça passe, c'est cool, hein. Je suis fier, hein, mais ça me, oh putain, c'est bon, quoi. T'as dû l'entendre en plus des tas de fois, quoi. Ah ouais, énorme. Ah, c'est génial. J'ai vendu plus que Patrick Bruel. Ah, cette baise. Ah, c'est énorme. Patrick, si tu nous entends, faut. Patrick, je t'embrasse. Patrick, super mec, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est Patrick et Bruel et Florent Pagny. Ça fait partie des deux seuls artistes que j'ai vus à la Starac et que j'ai pu côtoyer, puisque j'ai jamais chanté avec un artiste tout seul. Je suis le seul des 8 promos. Qui voulait chanter avec moi? Personne. Il y a personne qui voulait chanter avec moi. Et Patrick et Florent ont été exceptionnels avec moi. J'ai appris que Florent était pas au top en ce moment. Ouais, il est pas bien. Pas top. Bon. Ouais. Ok. Et alors, t'as perdu, pour revenir un peu sur ça, t'as perdu les 8 kilos récemment. C'est pour préparer une série, pour préparer un rôle? En fait, c'était parce que j'ai fait une série qui s'appelle Section de recherche sur TF1 pendant 7 ans. Et suite à ça, ils sont partis du lieu où on tournait pour 7 autres années où j'étais pas. Donc c'est une série qui a 14 ans. Et ils arrêtent la série. Et ils m'ont rappelé pour faire les 2 derniers épisodes avec certains anciens. Et si tu veux, je discute avec une des productrices à Paris, un déjeuner, où j'ai un plat en sauce avec du bon pain de campagne, tu sais. Et elle me dit, voilà, donc on aimerait que tu reviennes et tout. Je dis, ouais, super, tu vois, je suis en train de manger et tout, c'est bien gras. Parce que je fais attention, si tu veux, mais je me laissais un peu aller, tu vois, je me faisais plaisir, tu vois. Et elle me dit, donc voilà, et je dis, ouais, ok. Et on tourne quand? Donc ça, je te dis, c'était au mois de... Chérie? Ouais. Je l'ai tourné quand, section? C'était en décembre? Je sais plus. Je me rappelle pas. Bon, en fait, la nana m'annonce, je te dis n'importe quoi, par exemple, c'est pour le mois de novembre. C'est le mois, là, actuellement, imaginons que c'est septembre, donc je suis en train de manger, et elle me dit, ok, donc on va tourner, ok. Et je lui dis, ok, on tourne quand? Elle me dit, on tourne au mois de novembre. Je suis dans 2 mois, là? Avec combien de retard? Elle me dit, non,
On tourne dans 2 mois. Je dis, oh, putain, ok. Puis je rade un peu ma bedaine. Je dis, putain, vous faites chier. Et tu vas avoir normalement une scène torse nu ou en débardeur qu'on va valider. Oh, enculé. Et elle me dit ça exprès, en sachant si je veux me préparer ou pas, tu vois. J'ai beaucoup de scènes. 2 épisodes, c'est beaucoup. Je suis pas que en débardeur, si tu veux. Mais souvent, quand t'as un truc comme ça, le producteur te le dit pour, voilà, te mettre en condition. Et j'ai dit, oh putain, alors là, c'est la merde. Donc, je faisais 88 kilos à ce moment-là. Et le jour du tournage, je suis arrivé avec 80 kilos. Avec Enzo Fukra qui m'a coaché sur la nourriture et la salle. Mais la nourriture a fait 70% voire 80 du résultat, quoi. Ouais, Mmh. Ah ouais, à bloc. Comment tu le rencontres, Enzo Comment tu te dis, tiens, il faut que je perde du poids, il me faut trouver un coach, et puis ça tombe sur Enzo, ou alors c'est lui qui tombe sur toi? Ben, Enzo, en fait, moi, je l'ai vu sur Instagram. En fait, je regardais, je suivais déjà, je voyais ce qu'il faisait sur Instagram. Et je trouvais que c'était un physique assez fit et pas bodybuildé comme on voit tout le temps. C'était comme il fallait, ce qu'il fallait, quoi, tu vois. C'est sec, c'était... Et puis j'ai fait un message. Tout simplement, j'ai dit, je prends mes couilles à 2 mains, je vais lui faire un message, on va voir. J'étais même un peu gêné, tu vois. Et il m'a répondu direct, on s'est appelé et on a tout de suite accroché parce qu'on a des parcours de vie des parcours de vie. C'est un bien grand mot, mais on va dire qu'on a une vision de la vie et on a eu des moments de vie un peu similaires. Et donc, on a tout de suite accroché et il me dit, allez, vas-y, je te prépare. Ouais, j'ai dit, ok, d'accord. Et donc, voilà, j'ai fait des photos, j'ai dit ce qu'il fallait que je fasse, etc. Par contre, il me dit, t'es gentil, hein, mais par contre, si tu t'y tiens pas, c'est pas la peine. Et en fait, je m'y suis tenu et je te dis, s'il m'aurait dit mange des cailloux, je mange des cailloux, quoi. Parce que je sais que ça marche, quoi. De manger des cailloux? Bah, de l'écouter, c'est sûr. Je te dis, si demain ici, pour le coup, oui, c'est. Ah bah, c'est un génie. Moi, il a réussi. Moi, je suis arrivé sur la balance à 80. Et j'ai vu certaines images, puisque je suis allé reposer mes voix. Ça s'appelle la post-synchro, là, avec les 2 épisodes de section de recherche. On va être diffusés, je pense, d'ici avril ou mai. J'ai vu les images et effectivement, heureusement que j'avais perdu, quoi. Et je me sentais en plus tellement mieux, quoi. Et il a réussi à me préparer. Mais la productrice me l'a dit, parce que la productrice m'a dit, franchement, je te félicite parce que tu t'es préparé pour le rôle. T'as bossé, tu sais tes textes, t'as joué, parce que là, j'avais vraiment un truc à défendre. Donc, elle me dit, on va être amené à se revoir. Donc, le fait d'avoir fait tout ça, si tu veux, ça, c'est pas juste une perte de poids pour aussi l'apparence. C'est pour montrer qu'il faut être professionnel, faut se préparer, et les producteurs sont contents. Et quand ils vont parler de moi, ils diront, ben, Jean-Pascal, quoi qu'on en dise, il a fait il a fait le boulot, il était à l'air sur les plateaux, il savait ses textes, il s'est préparé physiquement, on peut compter sur lui. Et le jour où il y a un rôle qui me convient, ben, je sais qu'elle m'appellera. Donc, tu vois, c'est un investissement, si tu veux. À quoi ça ressemble le programme qu'il t'a donné? Je veux dire, est-ce que tu avais beaucoup de cardio, tu avais de la muscu, tu devais y aller tous les jours? Alors, moi, je sais que je suis un mordu de muscu, j'adore. Moi, je suis depuis longtemps? Non, pas tant que ça. Ça doit faire, je sais pas de conneries, ça fait 15 ans. Ouais, 15 piges. Et si tu veux, le programme en lui-même, c'est surtout sur la bouffe. Moi, j'ai aucun problème à aller à la gym 6 fois par semaine. Mais il m'a dit, tu vois, par exemple, c'est trop parce qu'il faut vraiment du repos, parce que le repos est hyper important. Et même si ça me fait chier de me reposer, mais donc ouais, c'était comme tout le monde. On se dit qu'on perd son temps, mais ah ouais, c'est grave. Alors qu'au contraire, on en gagne du temps en se reposant. C'est ça qui est débile. Mais moi, c'était essentiellement, tu vois, c'est la bouffe. Donc pas sur la fin, j'avais quasiment plus de glucides, quasi. C'était vraiment léger. Je crois que je devais avoir 120 grammes de glucides par jour. Donc c'est assez, c'est peu, quoi. C'est vraiment très peu. J'avais la tête des fois qui tournait parce qu'en plus moi je suis un gros mangeur. Mais j'ai eu 4 phases en fait de diète où chaque fois en fait si tu veux, je me préparais dans la journée, je prépare le matin, je me lève, donc je vais peser mes flocons d'avoine, manger mes blancs d'œufs, etc. L'Anka après la salle de sport à 10h, le déjeuner, donc tout ça, si tu veux, je devais peser ma nourriture, etc. Et une fois par semaine, vessie vide à 6h du matin, la peser que j'envoyais chez Enzo par WhatsApp. Et là, il voyait si l'évolution était rapide ou pas. Sachant que j'ai envoyé des photos, etc. Il me disait, moi, comment tu te sens? Et toi, comment tu te sens? Et tout. Mais ça a été incroyable. Moi, je me suis dessiné et il m'a dit, mais tu seras prêt. Et en fait, j'étais tellement carré et assidu que, tu vois, il aurait pu accélérer les choses. Il me dit, non, on continue comme ça. Et j'étais sûr.
Et j'ai été prêt le jour du tournage. C'est pas difficile, je sais pas pendant ces 2 mois si tu tournais des émissions, si tu faisais d'autres choses, mais quand t'es avec du monde, quand t'es souvent, il y a tu peux manger au resto, tout ça. Est-ce que t'étais coupé du monde pendant 2 mois ou alors tu continues à avoir une certaine vie sociale? Ah non, j'ai une vie sociale. Par contre, j'arrive avec mon tupperware, quoi. Je dis, moi, je mange ça. Ça vous plaît? Oui. Ça vous plaît pas? Ah, c'est comme ça. Sinon, je me casse. C'est l'exemple même de ce que je te disais dans les soirées quand je suis sorti de la Starac. Voilà. Vous avez du champagne? Non? Ouais, c'est parfait. Enfin, vous avez une bière? Non? Que du champagne. Enfin, moi, je bois que de la bière. Tu veux de la drogue? Non? Bah, ok, bah, casse-toi. Ok, je me casse. C'est ou vous m'acceptez comme ça, ou je me barre, quoi. Et donc, j'ai continué. Tu vois, il n'y a jamais personne qui t'a dit, parce que là, ça sert, faut une force, une certaine force mentale, parce que si tout le monde était comme ça, tu vois, il y aurait pas autant de personnes qui prenaient la drogue. Il y a pas des personnes qui t'ont pas incité, mais qui t'ont dit, attends, tu vas voir, tu vas être à 200% avec ça, ça va être. Bien sûr. Quoi, c'est rien, c'est pas dangereux. Mais évidemment. Et qu'est-ce qui fait que tu dis, putain, il a peut-être raison. Moi, je sais qui je suis et j'ai été éduqué. Mon père, il m'a toujours dit, jamais, ne touchez jamais à ça, c'est la mort. Puis moi, j'ai toujours eu peur de ça. Tu sais, moi, j'ai regardé un film qui m'a toujours marqué, c'est Requiem for a Dream. Ouais, avec le bon Jared Leto. Ouais. Ah là là, et ce film, je l'ai vu une fois, je ne pourrai jamais le revoir. Parce que c'est un film qui m'a marqué. Ah ouais, ça m'a choqué. Et pour moi, c'est ça la drogue. Ta vie est foutue. Ou alors tu laisses un bras, quoi. Donc, si tu veux, puis quel est l'intérêt? Puis je pense que j'ai la chance d'avoir un peu de force de caractère. Je sais ce que je veux. La preuve, j'ai voulu perdre 8 kilos en 2 mois. Je veux dire qu'il n'y a pas un jour, tu demanderas à ma femme, où je n'ai pas dit, je veux des chips, je veux du coca, je veux des bonbons. Ben non, je prenais pas. Et puis je me dis, allez, vas-y, accroche-toi. Et j'ai réussi. Et pourtant, Dieu sait que c'est dur. Donc, je pense qu'il faut avoir des couilles un peu, quoi. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est tout. Tu vois, il y a un penchant inverse aussi à ce qu'on voit, parce que tu dis, il y a un peu de tout. Quand je regarde, quand je vois ce que tu me dis sur les transformations des acteurs, c'est vrai qu'il y a une espèce de tabou là-dedans, ou sur l'utilisation de produits pour améliorer ses performances. Je pense au stéro, je pense à des choses comme ça. Il y a un tabou, on n'en parle pas. Et de l'autre côté, on a quand même des mecs qui essaient de dénoncer de plus en plus. Ça peut, bon, je vais pas les citer, mais je pense que ceux qui écoutent le podcast, ils voient de qui je parle à peu près, qui parlent beaucoup de qui s'est transformé avec ou sans produit. Et on va peut-être avoir tendance aussi à penser que justement, ce tabou mélangé avec cette espèce de dénonciation, on se dit en fait ils prennent tous des choses pour se changer. Il y en a plein, hein. Moi, il y en a plein, ils m'ont dit. Hein. À la salle, ils m'ont dit, t'as pris du Clanbu ou quoi? Moi, je dis non, parce que le clanbutérol fait sécher. Ouais, puis on s'imagine que tu connais des gens, on s'imagine que s'il y a de la coke dans les soirées, il y a forcément du Clanbu dans les à la salle. Quand je travaille bien, il y a plein de gens, je suis sûr, qui sont persuadés que je prends autre chose que, par exemple, des boosters avec un peu de DMA. J'en suis persuadé. Parce que pour les gens, si tu te développes, alors que eux ne se développent pas parce qu'ils font pas les bonnes choses, parce qu'ils croient que c'est en poussant 5 heures par jour, mais en mangeant un McDo tous les 3 jours, qu'ils vont arriver à faire du muscle. Et ils se disent, lui, il rate comment il est. Mais parce que lui, il bosse. Donc, on trouve une excuse. On va dire, ouais, mais il prend des trucs. Ou alors quelqu'un qui roule en Mercedes, Mercedes, tout le monde peut rouler en Mercedes, c'est une image, mais je veux dire, les voitures aujourd'hui, c'est des leasing, c'est de la connerie, mais je te dis quelqu'un qui a réussi, on va dire, ouais, mais lui, il a de la chance, lui. Alors qu'on se demande pas, peut-être qu'il se lève à 5 heures du matin et tu vois, la réussite aujourd'hui, elle est toujours associée à une tricherie ou à un avantage. C'est rare qu'on dise quelqu'un, il se l'est gagné. T'as déjà entendu ça en France? Bravo, tu te l'es gagné. Ça, c'est l'Amérique, tu vois. C'est putain, t'as réussi, t'es un exemple. En France, on va dire, oh là là, comment ça se fait que lui, il a ça, moi j'ai pas, c'est pas bien. On va lui foutre un contrôle fiscal au cul, c'est pas clair. Ça n'existe pas en France. C'est triste à dire, mais la réussite en France, par chance ou par travail, elle passe qu'au deuxième plan. Quelqu'un qui a quoi que ce soit, on va dire, oh, mais il a de la chance, ou alors il connaît un tel. Non, peut-être qu'il a bossé. Tu vois, et moi, la salle, quand je me change, tu vois, c'est que je fais gaffe à ce que j'ai dans l'assiette, que je me lève le matin, que je respecte un protocole et que, voilà. Après, si je pouvais avoir cette rigueur dans le travail, parce que je suis assez, j'aime travailler, j'aime mon travail, mais je suis toujours un peu plus branleur, bien sûr. Mais je suis sûr que j'aurais beaucoup plus de choses. Mais voilà, c'est très français aujourd'hui de toujours trouver une facilité à une réussite. C'est qu'une réussite, et on trouve toujours un petit subterfuge à dire c'est ci ou c'est ça, quoi.
Et de ton entourage qui s'affûte, qui s'entraîne, tu vois. Bon, tu me parlais de Cyril qui faisait pas mal de sport, tu me parlais de Castaldi, Benjamin, qui était un féru de musculation. C'est quoi leur philosophie sur ça? Est-ce que c'est des mecs qui, pareil, partagent ce truc, alors, non, sans citer au cas par cas, mais de manière générale, est-ce qu'il y a de la facilité dans la prise de bonbons? Est-ce qu'il y a cette même philosophie que toi qui est, Non, parce que moi, quand j'en parle avec... on parle beaucoup sport, si tu vas, avec Cyril, qui est un fou de sport. Et lui, c'est sport tout le temps. Donc, il n'y a pas de... Je sais qu'il n'y a rien, et Benjamin, il n'y a rien derrière. Mais on voit que, tu vois, Benjamin, il va te dire, putain, il faut que je perde 3 kilos, je vais aller à la boxe 6 fois par semaine. Et il n'y a que comme ça qu'il saura que, tu vois. Après, dans le milieu, sur des mecs qui prennent des stéros ou quoi à la télé, perso, j'en connais pas. Ou alors, ils sont morts. T'avais le mec de Alliage, lui, il en est mort, tu vois. Celui qui vivait à New York, là, comment il s'appelle C'était pas un Quentin aussi je sais pas, un mec assez typé, cheveux courts, il avait quadruplé de volume. Il faisait des films aux États-Unis, il est mort d'un arrêt cardiaque. Donc, si tu veux, il y a toujours un rapport avec le culte du corps, etc. Mais sinon, non, il n'y a pas de... On parle de tout ça, parce que ça reste une curiosité, et on se dit, putain, mais ça serait tellement plus facile. On se dit, ouais, mais bon, est-ce que le risque en vaut la chandelle? Moi, j'en parle très souvent avec Benjamin, parce qu'il est aussi passionné que moi de muscu. On se dit, putain, mais c'est risqué, quoi. On se dit, ouais. Tu vois, on en revient toujours au même point, quoi. Mais demain, par contre, si j'ai un médecin qui me dit, Jean-Pascal, pour un rôle, t'es suivi, t'as des prises de sang et tout, on va faire les ratios, les trucs, moi, je suis sûr que j'y vais. En sachant qu'il y a un risque, hein. En sachant qu'il y a un risque aussi. Et tu le dis. Mais tu le dirais? Bien sûr. Bien sûr, parce que je pense que le fait de dire, justement, qu'on a été aidé, parce que on peut dire que c'est du doping, mais qu'on a été aidé par un médecin, etc., pour arriver à un résultat, ce qui limite, qui n'empêche pas, mais qui limite peut-être les accidents. Ça pourrait peut-être donner un message à tous les jeunes qui aujourd'hui vont sur Internet, commandent, je sais pas moi, tout ce qu'ils veulent, en pensant qu'ils vont être costauds pour passer en boîte parce qu'ils auront le biceps qui va serrer au t-shirt, que leur testostérone va être tellement haute à 20 ans, mais qu'à 25 ans, ils pourront plus bander, tu vois. Il y a des choses, il faut faire attention. Donc, si ça peut donner un message et que les jeunes disent, voilà, moi, je veux passer là, je veux faire ça, tu sais, les bodybuilders, c'est un métier comme un autre, hein. On sait qu'ils sont dopés. Et s'ils veulent être costauds ou autre qu'un médecin, ou qu'il y a des médecins qui les suivent en leur disant, OK, si vous faites quelque chose de négatif, essayez de le faire le plus proprement possible. Déjà, ça peut limiter la casse. C'est ça que je veux dire. Parce que de toute façon, ils feront la connerie. Donc, il vaut mieux qu'elle soit encadrée. Enfin, moi, je le vois comme ça. Le problème, c'est que je sais pas si c'est un problème. C'est que ça dépend pourquoi tu le fais. C'est toujours pareil. Parce que si c'est ça dépend. Si c'est pour faire une carrière ça dépend. Si t'es dans le milieu, j'imagine. Tu sais, c'est un peu les circonstances atténuantes. Mais si t'es dans le milieu du cinéma, par exemple, que tu vas avoir un rôle, que t'as déjà un métier, que t'as déjà des choses comme ça, je pense que dans la balance, si en plus t'es hyper suivi et que tu le fais pour pour un but qui n'est pas un mirage. Un mirage de succès absolu. Bien sûr. C'est forcément différent que si tu te dis, tiens, je vais faire une carrière de bodybuilder professionnel. Mais bien sûr. Et puis je vais devenir comme. Je sais pas. Hein. On peut en sortir des normes. Hein. Je pense que les gens sont pas trop bêtes. Mais savoir. Chérie. Attends, non, c'est pas ça. Pardon, c'est pour charger l'ordi. J'aime bien parce qu'on est vraiment dans les conditions du réel, tu vois. C'est sympa, c'est profond. On est vraiment dans l'intimité. On recherche. Il y a rien qui sera coupé. Hein, donc, j'adore. Tu dis une connerie, ça y sera. Donc. C'est parfait. Mais tu vois, quand je vois les gens qui disent, t'as des gens qui sont naïfs et qui disent, putain, mais The Rock, il est costaud, hein. Il doit en bouffer des protéines. Ouais, le reste. Et le reste. Ouais. Ah bon, tu crois? Oh là là, putain, mais où est-ce que vous vivez, quoi? Mais les gens, ils croient que le problème, c'est que si tu te piques, tu vas être comme lui. C'est pas parce que... Tu sais, je prends toujours l'exemple de Lance Armstrong. Lance Armstrong, il l'a dit, il s'est dopé, etc. Je mets au défi n'importe qui de prendre le protocole d'Armstrong et d'arriver à faire 1/1000 de ce qu'il a fait. Le mec, il a du talent, il a travaillé, il a roulé. C'est pas parce que tu te dopes que tu vas réussir. C'est simplement une aide à quelque chose. Avec un risque, certes. Mais c'est ça aussi que les gens, ils croient que c'est un peu, c'est la poudre au milieu, tu sais quelle est l'expression, là, comment on dit, là, la poudre par les pimpins ou je sais pas quoi. Ouais. Donc,
tu vois, il y a ça aussi dans l'esprit des gens. Ils croient que s'ils prennent ça, ils vont être comme ça. Non, non. Si tu prends ça, mais derrière, il faut faire attention à la bouffe. Il faut bosser. Il faut aller à la salle. C'est pas, tu vois, il y a aussi ça. Donc, voilà. Après, si c'est un rôle important pour ton travail, moi, ça me choque pas. Un sportif qui se dope, ça me choque pas. Parce que si t'es pas dopé, déjà, tu peux pas concourir avec les autres. Parce qu'ils sont tous chargés. Donc, il y a un moment, et là, on a beau dire ce qu'on veut, c'est tabou. Tous les sportifs de haut niveau sont chargés. Moi, on me fera jamais croire qu'ils sont pas chargés. Au Tour de France, ils te disent tous, ah non, moi, je prends rien. Mon cul. J'y crois pas. C'est Richard Viering qui disait ça, je crois. Ouais, mais ils me font tous rire. Mais, putain, mais il faut arrêter. Si tu veux, il y a pas de honte. On le sait. Arrêtez de, tu vois. Et c'est ça, moi. C'est plutôt ce système, tu vois, qui fait que. Mais c'est intéressant, ces valeurs-là que tu as là, comment elles t'ont été inculquées? Tu me dis que tu as commencé il y a 10-15 ans la musculation. Comment tu rentres dans le sport, tout simplement? En fait, comment tu rentres dans le... Parce que c'est une mentalité. Moi, j'ai vraiment une impression qu'il y a ceux qui sont dans cette mentalité de sport, de bien de soi, et puis il y a tous les autres à côté qui... Enfin, tous les autres, je clive volontairement, mais qui n'ont pas cette conscience comme ça. Attends, je disais l'autre jour à une copine, moi, s'il y a une attaque de zombies, je vais être capable de monter le mur. À un moment donné, j'ai envie aussi d'un petit peu me connaître. J'ai envie de dire quand je bouge, je veux savoir pourquoi je bouge, comment je bouge, et je vais être capable de le faire. Et elle a trouvé ça. Alors ça l'a fait réfléchir, mais après elle a trouvé du bon sens. Elle a dit effectivement, si t'as un corps, c'est pour pouvoir t'en servir. Ben oui, ben voilà. Il y a tous ceux qui pensent pas comme ça. Alors comment on fait changer ça des gens? Parce que c'est un peu si tu veux, moi déjà j'ai toujours été sportif depuis tout jeune. J'ai fait du bodyboard, du surf pendant 30 ans. On est dans une région où ici, si t'as pas le sport hors saison, tu te fais vite chier, quoi. Donc on a la mer, la montagne, on a des lieux extraordinaires pour faire tous les sports possibles et inimaginables. Donc on est tous assez sportifs. Mais donc si tu veux, moi, c'est aussi mon éducation, parce que mon père, et comme nous, on éduque les enfants, il faut faire du sport. Tu vois, on a le petit, il a 9 ans, il fait du MMA, et la grande, elle fait du crossfit. Donc, tu vois, ils font pas du badminton non plus, mais c'est hyper tendance, quoi. Non, mais c'est leur vraiment choix. Les sports d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est leur choix, donc on les laisse faire, mais tout ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent du sport. Ça, c'est obligatoire. Et si tu veux, moi, mon ex-femme était championne de figure de Californie. Donc, quand je l'ai rencontrée, elle avait le six-pack et compagnie, tu vois. Donc figure, c'est les voilà. Figure, c'est la perfection du corps. C'est avant, on va dire, le body un peu, etc. Et elle, si tu veux, a été confrontée tous ces trucs de dopage. Donc si tu veux, je me suis mis à la muscu quand elle m'a dit mais tu peux, parce que je me suis toujours trouvé très frêle. Elle me dit mais tu peux, parce que à l'origine je suis ectomorphe, donc je suis assez maigre. Elle me dit mais tu peux te développer si tu fais ça. Et j'ai commencé, si tu veux, à m'interroger un petit peu et à essayer de voir ça. Donc j'ai pris goût à la musculation, mais j'ai aussi pris goût à essayer de comprendre, voilà, comment certains pouvaient être comme ci, comme ça, etc. Donc, on retrouve un peu mon aspect, comment te dire, avec les valeurs que j'ai de pas faire d'erreur, comme je pense ne pas avoir fait dans le milieu, que ce soit avec la drogue ou autre. Ben, je fais la même chose, si tu veux, dans le milieu du sport, en me disant, ben tiens, tu pourrais aller beaucoup plus vite si tu prends ça et ça. Ouais, mais si t'arrives un pépin. Donc voilà, c'est maintenant c'est autre chose s'il y a un rôle, je te le dis, tu vois. Moi, c'est mon rêve demain d'être appelé et qu'on me dise Jean-Pascal, il faut que tu sois comme ci et comme ça, comme beaucoup de rôles aujourd'hui aux États-Unis. Ça serait waouh. Bon, ça va peut-être venir. Hein. Tu me disais que c'était ton ex-copine qui était figure. Ouais, faisait des compétitions. Ouais, c'était pas Jennifer quand même. Non, elle s'appelait comme ça, mais c'était pas. Non. Okay. Pourtant, elle a beaucoup maigri, mais c'est pas. Non, je me suis dit quand même si en plus de sa carrière de chanteuse, elle avait fait un truc que je saurais pas. Non. Okay. Elle a Ouais. Elle a maigri, ça doit être le footing, je sais pas, ou autre chose. Ouais. Ok, et ouais, non, mais putain, c'est fou, quoi, parce que. Ouais, et je me suis passionné là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en démords pas parce que je me sens bien, parce que j'ai besoin d'y aller. Même si là, depuis 15 jours, je suis fatigué, je suis plus mou et j'ai pas la motive. Donc, quand c'est comme ça, tu vois, j'y vais pas, tu vois. Bon, je joue au golf beaucoup, donc je vais au golf ou autre, mais j'ai pas été à la salle. Et puis, on est une bande de potes à être motivés, à se retrouver, à dire, tiens, ça, et on pourrait bosser comme ça. Ah, tu connais Enzo, et qu'est-ce qui t'a filé comme exo? Eh ben, il faut faire ça. Donc, tu vois, c'est
C'est chouette parce que tu te sens bien, tu vois. Moi, ma femme, elle va à la salle tous les jours. Là, elle est enceinte de plus de 6 mois et elle va à la salle comme moi. Bon, là, elle y va 4 fois par semaine. Elle fait attention, Tranquille, elle fait quoi. des exercices. Jusque- Bien sûr. Parce que c'est notre mode de vie et que nous, pour nous, c'est notre vision de la vie, car c'est une hygiène de vie, ça fait du bien. Alors, ça peut être la salle de sport, ça peut être le vélo, mais il faut une activité physique. Et d'ailleurs, on le ressent parce que on est tous malades une fois par an, quoi. On a un rhume, point. Mais on n'est pas malade tous les 3 mois, quoi. Et je pense que ça y joue. Tu le partages pas plus sur les réseaux. Alors je sais pas trop si t'es Instagram, ça, parce que t'as un compte qui est fourni. Je sais pas si c'est toi qui le maintiens. Ouais, c'est moi. Ouais. Toi qui le gères, ouais. Ouais. Tout en direct, ouais. Tes réseaux, t'es un mec qui est là-dessus, Ouais. t'aimes bien partager. J'essaye de partager, si tu veux, mais je fais vachement au feeling. C'est-à-dire que des fois, je vais pas avoir envie. En fait, mon Instagram, il me correspond à 100%. C'est-à-dire que pendant 8 jours, tu vas rien avoir, parce que je fais la gueule ou que je suis énervé. Donc, je vais rien mettre. Et puis, des fois, je vais dire, tiens, je vais mettre ça, je vais mettre une connerie, je vais mettre ci. Mais après, être constamment, ça me correspond pas. Ouais. Donc, je triche pas, si tu veux. Mais est-ce que t'aurais envie plus tard, enfin bientôt, de partager un peu plus sur justement tes séances de sport Bien sûr. Alors je dis pas qu'il y a un créneau, mais je veux dire, je pense que ça intéresse beaucoup les gens de voir ce côté-là, parce que tu me parles de Castaldi, enfin tu m'as parlé de Castaldi, et ça m'est revenu évidemment, je suis déjà tombé sur son compte, et j'ai vu, et je me souviens évidemment qu'il avait des photos où je m'étais dit, putain, le mec s'affûte. Ouais. Et les gens sont friands de ça, de voir, et je pense que ça pourrait être bien aussi, ça pourrait en inspirer, tu vois, de voir Là, je vais les stars, entre guillemets, ou les gens qui sont connus, pour autre chose que le sport, se montrer. Ouais, bien sûr. Là, je veux mettre, parce que si tu veux, là, j'ai fait une prise de masse. Enzo m'a dit suite à la diète, voilà, de me mettre un peu parce que je voudrais, j'ai un autre objectif après, mais qui est plus personnel, parce que je voudrais être à 78 kilos pour le mois de juillet, être bien pour la plage. Alors, je sens que mon poids de référence, c'est 78-80. Là, normalement, jusqu'à fin mars, je continue ma prise de masse et je me remets en diète, mais elle va être beaucoup plus longue, jusqu'au mois de juillet. Voilà, je mets plus de temps. Ouais. Et ça, je pense que je vais commencer à le partager avec la méthode à Enzo. Parce que la méthode, si tu veux, d'Enzo, pour le tournage, elle était vraiment rapide. J'ai pas le temps de partager. C'est une méthode qui convient pas à tout le monde. C'est 8 kilos en 2 mois, c'est une connerie même. Parce que ça fatigue, mais j'ai pas eu le choix, c'était pour le boulot. Là, je vais vraiment avoir le temps. Donc, je vais pouvoir montrer aux gens le matin comment je pèse ma bouffe, ce que je mange, l'évolution sur la balance, tu vois. Et ça, je pense que je vais le faire. Déjà pour mettre en avant le travail d'Enzo, essayer de le montrer plus. Ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que c'est ce qu'il fait est génial. Et on parle d'Enzo Fukra, ouais. Pour ceux qui débarquent peut-être, parce qu'il y en a peut-être qui vont rejoindre cette. Non, mais c'est moi. J'essaie toujours de recontextualiser. Enzo Fukra, qui est donc un coach assez connu et que j'avais reçu. Ouais, sur l'épisode 100, et qui est un des épisodes qui avait beaucoup plu, et un épisode fleuve de 3 heures où il raconte un peu tout son parcours dans la gendarmerie, dans le coaching, dans tout ça. Ouais. Et c'était assez exceptionnel. Donc Enzo Fukra, ouais, qui te coach et qui en coach d'autres. Ouais, et qui en coach d'autres et qui est. Et c'est quoi sa méthode ? C'est quoi sa méthode que tu me dis sa méthode En fait, si tu veux, sa méthode, sa méthode, elle est simple. Pour moi, à mon sens, c'est-à-dire que déjà le programme qu'il te donne, il faut le respecter. Donc c'est simplement un programme classique de savoir ce que tu peux manger. Ce qui est génial avec lui, c'est que il ne te prive pas. C'est-à-dire qu'il va te donner ce que tu veux manger, mais avec des ratios, si tu veux, et des poids, des choses à respecter. Là où sa méthode, pour moi, elle est différente des autres, c'est qu'Enzo, quand tu discutes avec lui, il arrive à aller te faire chercher au fond de toi une motivation que tu ne pensais pas avoir. Il est bon pour ça, hein. Ah, mais c'est-à-dire que moi, même ma femme, tu vois, elle m'a dit, mais tu tiendras jamais ta diète. Tu ne la tiendras pas. Et pourtant, elle me connaît. Et j'ai réussi. Et je sais que j'ai réussi au fond de moi parce que Enzo est allé creuser à me dire, non, mon gars, vas-y, tac. Mais il est derrière, si tu veux. Alors, c'est pas un gourou, c'est pas un mec qui va te taper derrière la tête en disant non. Mais c'est un mec qui te dit, écoute, Coco, tu veux y arriver, c'est quoi ton objectif? C'est pas une chips qui va te bouffer, tu vois. Donc, et au fond de toi, tu dis, ouais, c'est vrai. Et tu te rends compte que le sucre, c'est de la merde et que bouffer une baguette de pain par jour, c'est pas bon. Tu peux de temps en temps te faire plaisir, mais il faut être intelligent. Et ça, il arrive à aller te le faire chercher. Et s'il va te le faire chercher, tu gagnes des jours. Donc, t'avances. Et si t'avances, t'as du résultat. Et si t'as du résultat, tu dis, putain, je l'ai fait. Donc, il arrive à te
te transcender un peu. Ouais, à te transcender, je suis d'accord. Ouais, c'est un coach, c'est un vrai coach. Mais pour le coup, je suis 100% d'accord avec ça. Et d'ailleurs, 70 à 80% des commentaires qui ont ressurgi suite au l'épisode que j'ai fait avec lui étaient voilà, j'ai de la motivation pour toute l'année. C'est le mec. Oui, il y a alors. Bon, il y a toujours les critiques opposées. Oui, c'est du beau discours, etc. Blablabla. Mais si tu veux, je veux dire, moi j'aime bien aussi à un moment donné avoir un coup de pied au cul. Ça fait, enfin, je trouve que ça te fait du bien d'avoir de bons coups de pied au cul et puis ça peut te permettre de repartir. Et c'est le principe d'un coach. Après, qu'on soit d'accord ou pas. Mais moi, je suis d'accord avec ça. De toute façon, moi je vais te dire, moi c'est très simple. Moi je suis un âne. C'est-à-dire que si j'ai pas une carotte devant, j'avance pas. Ah ouais. Moi je pourrais jamais. Ah, mais moi je suis. Ma mère m'a toujours appelé l'enfulte, l'enfant adulte. J'ai, tu vois, moi mon frère il est plus jeune que moi, il a une énorme réussite professionnelle, même qui est exponentielle, qui est titanesque. Et c'est lui, moi je suis le panthère et lui il dirige avec les ficelles si tu veux, tu vois. Moi je m'imagine comme ça, voilà. Moi je pourrais jamais diriger les ficelles. Moi je suis simplement un panthère. C'est-à-dire que si j'ai pas quelqu'un devant moi ou derrière moi qui va me dire papa pam qui me pousse au cul, ça marche pas. C'est pour ça que Cyril Hanouna, tu vois, je l'appelle coach. Il me dit, JP, c'est bien, fais ci, ça. Moi, j'ai besoin, tu vois, j'ai besoin qu'on me dise, vas-y, il faut que tu fasses ça, ça. Ah, c'est bien. Comme un petit écolier, tu vois. Je fonctionne comme ça. Je suis pas un mec tout seul qui va te. J'ai le mental, mais parce qu'on m'a conditionné auparavant pour avancer là-dessus. T'as besoin d'être guidé un peu, d'être amené, d'être poursuivi. Poursuivi. Tout le temps. Non mais te faire suivre. Tout le temps, tout le temps. Moi, je sais que je suis comme ça. Et tout seul, jamais. Tout seul, jamais. C'est-à-dire que tout seul, c'est quoi, tu trouverais pas les ressources? T'aurais pas la motivation, j'ai pas le mental ou le courage pour aller chercher ce qui doit me faire avancer pour quelque chose. Il faut que je prenne un coup de pied au cul ou que j'ai quelqu'un à côté de moi qui me dit c'est ci, c'est ça, crois en toi, vas-y fais-le. Ouais, d'accord, t'as raison, bim. Je suis comme ça. Alors ça peut être un défaut, ce que je pense. Ça peut être une qualité parce que ça t'apprend aussi à écouter les autres. Mais je sais que je fonctionne comme ça. Et Cyril, c'est un mec pareil comme ça qui motive les troupes. Ah mais Cyril, il est exceptionnel. Cyril, moi je lui fais un texto en lui disant tiens tac tac tac, il me dit t'inquiète, je te lâche pas, ça va le faire. Tu vois, et c'est le petit mot qui va faire avec moi en tout cas, les autres je sais pas. Et c'est pour ça que je m'entends très bien avec lui parce qu'il sait que si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Il sait que je lui lâcherai pas le cul, que je serai toujours droit avec lui et que je lui serai toujours fidèle. Donc il y a un rapport de grand frère, si tu veux, qui s'y est mis. Donc mais c'est comme avec Enzo. Tu vois, Enzo, quand il m'appelle et il me dit, bon, frérot, qu'est-ce que t'as fait? Tac, ok, pam. Moi, je l'écoute, je ferme ma gueule. Oui, t'as raison. Pim, pam, pim, pam. Je sais respecter les gens qui font que et qui vont m'amener à un résultat. C'est comme en classe. Tu respectes le maître, comme je disais, tu vois, le professeur, quoi. Ouais, puis non, mais t'as vachement les pieds sur terre, tu vois. Je veux dire, enfin, non pas que j'en doutais, évidemment, mais tu sais, j'ai pas fait grand chose. Moi, je dis toujours, j'ai beaucoup de chance. Je suis très, très, très chanceux. Chaque jour, je pense que j'ai beaucoup de chance. Dès que j'ai un coup dur, j'ai quelque chose qui arrive et que, hop, ça compense ou ça répare la petite couille qui arrive. J'ai le cul bordé de nouilles. Donc, à part avoir eu de la chance aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi une opportunité. Je fais le pitre à la télé, je m'amuse et ça me permet d'avancer, de travailler. Donc, à part être un grand chanceux, tu sais, je peux pas. Mais alors dit comme ça a l'air magnifique. Mais quand on voit le milieu les médias people par exemple, bon, j'étais un tout petit peu, enfin c'est même pas taquiné, c'est avec Jennifer tout à l'heure, mais quand tu vois tout ce qui peut se dire sur toi dans les médias, dans les magazines, comment tu gères ça? Est-ce que je sais pas? C'est génial. Quand tu vois tant mieux. Mais toi, tu vois des conneries marquées sur toi, tu t'en fous. Mais bien sûr. Mais il faut. Ça veut dire que t'es bankable. Sinon, pourquoi il parlerait de moi? Moi, ça me mène avant. Moi, tous les matins, quand je vois... Même si c'est des conneries monumentales. Et les trois quarts, c'est des conneries monumentales. Mais c'est génial. Parce qu'ils parlent de moi. Donc, ils mettent Jean-Pascal Lacoste. Donc, ça va être lu. Donc, je me dis, putain, c'est beau, c'est bien. Ils auraient pu dire Brad Pitt, un truc. Non, ils disent Jean-Pascal Lacoste. Je ne me compare pas. Attention, j'attends encore les haters, peut-être. Mais
c'est bien. Ça veut dire, tu sais, mon père il disait toujours, qu'on parle de toi en mal ou qu'on parle de toi en bien, l'important c'est qu'on parle de toi. Voilà. Et je suis d'accord, mais je Et pense le qu'entre reste, la théorie mais et tu la sais, pratique, c'est quand tu sors de la Starac, t'es blindé. La Starac, c'était, je te dis, les premières télé-réalités. Euh, vraiment. Moi, j'ai eu des périodes très, 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 très dures quand tu sors de là, parce que tant les gens t'aiment, ils te prennent dans les bras, et les gens qui nous détestaient, ils voulaient qu'une chose, c'était nous planter un coup de couteau. Et ça, c'est réel. Moi, j'ai été protégé pendant plusieurs mois suite à des menaces. Mes Ah parents, ouais. on leur a arraché les boîtes aux lettres. Mon frère Mais a failli. pourquoi? Enfin, pour Mais quelle parce raison? que, C'est ça mais parce que c'est le monde, parce que c'est la jalousie. Et les gens n'aiment pas. Aujourd'hui, en France, quand on n'aime pas quelque chose, regarde les jeunes aujourd'hui. Tiens, ben regarde. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a un rugbyman qui a été champion de France à plusieurs reprises ici avec le Biarritz Olympique, un Argentin qui a été tué à Paris de 5 balles. Le mec s'est embrouillé à la sortie d'un resto, apparemment. Hein. Le gars est revenu, il l'a dessoudé. Mais voilà le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, si on n'aime pas, faut éliminer. Mais c'est con à dire. Mais tu vois, nous, la Starac, quand on avait fait les séances de dédicace au Planète Hollywood, il y avait une foule énorme. On était passé du bus au Planète Hollywood sur le fameux trottoir des Champs-Élysées. Mais tu demanderas à Patrice, tout ça, on a évité des coups de cutter et tout. D'un côté, il y avait des filles qui voulaient nous arracher les t-shirts. De l'autre côté, il y a des mecs qui voulaient nous foutre des coups de cutter. Mais bien sûr. C'est peut-être parce que les filles voulaient vous arracher les t-shirts que les mecs voulaient vous mettre des coups de cutter. Peut-être aussi, tu vois, peut-être aussi. Mais il y a cette jalousie, il y a au lieu d'ignorer, tu vois. Moi, quelqu'un que je l'aime pas, ben, je l'ignore, j'en ai rien à foutre, je lui parle pas. Mais donc, si tu veux, quand tu sors de là, avec cette expérience, tu vois, rien à foutre. Faut pas batailler. Ça s'est calmé, bien évidemment. Mais au début, c'était très compliqué. Alors, t'apprends, tu prends sur toi. C'est plus difficile pour les gens qui t'entourent et ta famille que pour soi-même. Pour toi-même. Ouais. C'est quoi les pires menaces que t'as reçues j'ai été menacé sur de les mort réseaux? à plusieurs reprises. Surtout au Pays Basque, ouais. Parce qu'au Pays Basque, c'est un peu comme en Corse. Ouais, ils croyaient qu'on était tous richissimes. Donc, ils ont dit, il faut payer. Sinon, on attends, tuer. qu'est-ce que tu veux dire? Ils croyaient tous qu'on était richissimes. Tu sais, au Pays Basque, c'est un peu comme en Corse, tu vois, quand tu milites, quand tu dis que tu viens du Pays Basque, que t'en parles en France, on va dire, tu dis que tu aimes le Pays Basque doit être libre, tu sais, c'est un peu comme la Corse, tu sais. Ça veut dire donc que tu es avec nous, donc il faut que tu participes à la cause pour qu'on soit indépendant, donc il faut que tu payes. Il faut que tu nous aides, il faut que tu donnes un peu d'argent pour acheter des armes, des choses comme ça, tu vois, c'est ça, c'est les groupes indépendantistes. Et donc, moi, j'avais des menaces comme ça, donc quand tu reçois des menaces comme ça, il faut quand même les faire remonter parce que c'est sérieux. Et donc, j'ai été protégé pendant quelques mois, mais après, ça s'est tassé parce qu'ils ont compris qu'ils faisaient fausse route. Même si j'adore mon Pays Basque, mais déjà, j'allais pas leur donner l'argent que j'avais pas, parce qu'on n'a pas gagné des fortunes, même si on a gagné un peu de blé. Mais tu as ça. Tu dis publiquement combien t'as touché grâce à la Star Academy en sortant? T'as eu un chèque? C'est ça. Après, je sais pas exactement. C'est ce que je dis. J'ai gagné entre 200 et 300 000 balles, je crois. Mais attention, les 300 000 balles, il faut que tu enlèves les charges, les taxes. Hein. Oui, t'es indépendant, donc tu enlèves 60%. Hein. Et donc, quand tu as 25 ans et que et qu'il te reste, je sais pas moi, allez, 180 000 balles, bah, tu crames tout. Qu'est-ce que c'est 180 000 euros? Bien sûr, aujourd'hui, les gens vont dire, tu te rends compte? Ben oui, quand t'as 40 ans, c'est beaucoup d'argent. Quand t'as 20 ans, c'est Rolex, c'est Vuitton, c'est Porsche, et puis t'as plus une thune. Hein. Et puis les copains, ils t'arrosent. Tu t'es fait plaisir. Mais j'ai eu 10 vies pendant 2 ans. C'était génial. Ouais, c'était génial. Et je regrette rien. C'est quoi le plus fou que t'aies vécu? C'est un des meilleurs souvenirs que t'as, justement, sur ces 2 ans après. Tu veux que je te dise le meilleur souvenir que j'ai? Alors, ça va pas être débile, mais j'avais un jean Dolce Gabbana, parce qu'à l'époque Dolce c'était énorme et ça revient, mais j'avais un jean déchiré dégueulasse, avec une paire de slaps. J'avais un débardeur blanc. Je sortais de chez Vuitton avec des poches Vuitton, parce que tout le monde avait des Vuitton. Donc moi je me suis dit, il faut que j'achète des Vuitton, tu vois. Et j'avais acheté les premières TT cabriolet là. Tu vois, la 225 chevaux, la 225 chevaux turbo, là, elle était magnifique. Et je sors de là, c'était avenue Montaigne, avec mes poches, Vuitton, et je les mets dans le coffre. Et il y a une vieille qui passe, et qui me regarde, et qui hoche la tête en soufflant d'un air de dire, mais, pauvre petit con, tu vois. Et moi, je la regarde en disant, à mon tour, à moi maintenant, tu vois. Et c'était un peu, je dirais pas ma revanche, mais en fait, c'est quelque chose qui est stupide, parce que, dans le fond, tu te dis, j'aurais pu investir dans un appart. Ça, c'est des erreurs de jeunesse. Mais c'est un kiff parce que l'anal s'est dit, regarde-moi ce petit con avec son jean déchiré et ses slaps. Qu'est-ce qu'il va faire chez Vuitton?
sous prétexte qu'il faudrait avoir 70 piges comme elle, être retapé comme partout pour aller s'acheter son petit porte-clés, là, cette espèce de morue avec son vison sur la peau. Tu vois? Donc c'était un peu mon petit pied de nez à cette image, si tu veux, ce truc. Donc voilà, moi j'en retiens ça, tu vois. Je l'aurais fait. Voilà, je l'ai fait, c'était sympa. Voilà, c'est un truc comme ça. Ok. Et tu vois des grosses différences toi, entre le milieu de la musique, du cinéma, de la télé Bien sûr. J'aurais vraiment, on voit ça comme détaché. Est-ce que c'est bien vraiment sûr. différent? Puis tu es surtout que quand tu es pas, comment dire, quand tu ne fais pas partie de ce réseau ou que tu ne fais pas partie de ce groupe de gens, t'existes pas. Moi, je sais que je dis toujours, je suis le canard noir au milieu des canards jaunes. Si tu n'es pas comme si tu ne fais pas ça, c'est pas, comment te dire, ça va pas t'aider pour le travail. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que t'as non, oui, mais est-ce que tu as des exemples pour ceux qui voient pas? C'est compliqué, c'est compliqué. Comment je peux te dire ça? Histoire de. Tu vois, et c'est un peu c'est un peu à l'opposé de TPMP parce que TPMP justement, c'est venez comme vous êtes quoi, c'est McDo, c'est ça qui est chouette. Tu vois, dans le milieu du cinéma, si un jour j'ai ma chance dans le cinéma, c'est pas les gens du cinéma qui vont se réunir pour me donner ma chance, par exemple. Ça sera un réalisateur. Parce que je ne corresponds pas, parce que tu as des codes à respecter, parce que je corresponds pas et que je suis un bof qui va boire une bière plutôt que de boire du champagne un lundi à midi quand je bois une bière, parce qu'en plus je bois pas. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mais tu penses que la majorité, tu vois, si on reste sur le cinéma, la majorité sont comme ça? Non, moi je dis par rapport à moi. Mais par rapport aux gens que je connais, tu vois, je vais te prendre un exemple tout bête. Pour moi aujourd'hui, faire de la télé, c'est une chance incroyable. Une fois, quand je faisais section de recherche, il y a bien des années, sur les premières saisons, il y avait le soir, il devait y avoir une grève, d'accord, des intermittents, etc. J'ai rien contre les intermittents, etc. Ce cas, c'est que je n'étais pas en accord avec le mouvement, si tu veux. Parce que je sais plus, c'était par rapport aux heures, etc. Moi, j'estime que quand tu travailles 3 semaines et que t'es payé l'équivalent de 4 mois, moi, hein, en tant que comédien, il y a un moment, tu fermes ta gueule. Si on te dit tu bosses à 4 heures du matin, tu dis oui et tu vas bosser à 4 heures du matin. Parce que celui qui bosse avec le sac de sable ou de ciment sur le dos à l'échafaudage pour 1800 balles, lui, il aimerait être à notre place. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si tu veux, un jour, il y avait une grève. Et tout le monde dit, bon, à main levée, qui veut faire la grève, etc. Et moi, j'ai pas levé la main. J'étais le seul. Et là, bon, je me suis pris des regards. Mais s'ils avaient eu c'est pas, moi, c'est la Russie contre l'Ukraine, quoi. C'est n'importe quoi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, j'ai le droit. Ouais, tu te rends compte, t'étais où? Je dis, ben non. Je suis pas d'accord avec vous, je lève pas. Donc, si tu veux, on va pas accepter que tu sois pas en accord avec tout ce qui se fait. Tu comprends? Si tu n'es pas en accord avec certaines manières de faire, le mouvement, c'est un exemple. Mais si tu n'es pas en accord avec un protocole, un réseau, voilà, un art, si tu veux, de vivre comme, je sais pas comment t'expliquer, je sais pas si tu m'exprimes bien pour que tu comprennes, tu vois. Mais si t'es pas en osmose avec eux, ça t'aide pas pour le boulot, quoi. Ouais, mais ça te ferme des portes. Bah, bien sûr. Mais moi, j'ai toujours dit, je baisserai jamais mon pantalon. Je changerai de métier, je l'ai déjà fait, mais je baisserai jamais mon froc. Parce que je sais qui je suis et que on me prend comme je suis, et si ça plaît pas, ben on prend pas. Mais c'est le problème dans ce milieu. Beaucoup ont le pantalon aux chevilles et ils font des pipes gratos, quoi. Pour la lumière ou pour l'argent. Je suis désolé, je suis cru, mais et c'est valable pour la télé et le cinéma. Et beaucoup vont se reconnaître. Mais c'est des merdes, ces gens-là, c'est des merdes. Après, je m'en fous. Moi. Ça se passe comment? Tu fais des castings Enfin, quand tu veux faire des films ou quand tu t'es confronté à tout ça, est-ce qu'à un moment donné, tu as un agent qui s'occupe de faire de te choisir les castings? Est-ce que t'es repéré des fois? Pendant longtemps, je me suis débrouillé tout seul, pendant très longtemps. Là, j'ai un agent avec qui j'avais travaillé un tout petit moment et avec qui je retravaille. Mais ouais, je fais des castings, bien sûr. Il y a pas de... Ouais. Là, j'en ai raté un, tu vois, j'en ai fait un, je l'ai raté. J'ai pas été bon. Bon, ils ont dit ils voulaient quelqu'un de plus vieux, donc ça m'a rassuré. C'est très bien. Mais bien sûr, je fais des castings et puis moi j'appelle aussi. Il faut pas se voiler la face. J'appelle, je dis voilà, j'aimerais bien tourner.
C'est ça qui te plaît là pour les prochains mois, les prochaines années? T'as envie de te diriger plus vers le cinoche? Non. Pas nécessairement, non? Oui, si je le fais, oui. Mais c'est facile. Moi, enfin, bon, moi, dans ce que je fais, je m'éclate. C'est la télé, je m'éclate, tu vois, avec l'équipe à Cyril, c'est top. Mais si je dois faire que ce soit du cinéma, je voudrais ou une comédie, parce que j'aime faire rire les gens. Je rêverais de faire ça. Et les planches. Comme là, je viens de finir une pièce de théâtre, j'ai goûté aux planches et je rêve de faire un one man. Un one-man show. C'est pour ça Ouais. qu'il faut que tu trouves moyen de te mettre en relation avec Jérémy Ferrari. Maintenant que tu l'as découvert. Ferrari, écoute, j'ai parlé au comte de Boudherbala qui m'a appelé, tu vois. Et Il est drôle lui aussi, putain. Ah, j'adore. Et il m'a appelé. Et c'est lui qui m'a dit, il faut que tu ailles sur scène. C'est incroyable ou pas? Ça m'a touché, hein, je te jure. Hein. Le mec, j'ai demandé, on se connaît pas. Hein. Il m'a appelé, il me dit, ah, Jean-Pascal, après que tu ailles sur scène, je te le dis, ça date d'il y a une semaine. Parce qu'il me dit, j'ai un spectacle, est-ce que tu veux venir 5-10 minutes avant mon spectacle sur scène? Oh! Ben, je dis, mais j'ai pas de spectacle. J'ai rien. Il me dit, mais attends, il faut que tu grattes, tu peux faire rire les gens, le truc. Ça m'a vachement touché, tu vois, qu'il pense à moi. Et donc, si tu veux, ça me conforte dans mon idée de me dire, ben voilà, ça, c'est des objectifs. Et même si j'y arrive pas, ben ces objectifs, ils vont me faire avancer. Je vais parler à ces gens-là, je vais rencontrer d'autres. Ça va peut-être me filer du boulot pour d'autres trucs, ainsi de suite. Et arrivera peut-être l'âge de la retraite où je dirais, ben finalement, j'ai pas fait ce que je voulais, mais je me suis éclaté, j'ai fait d'autres choses. Ou tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avance comme ça. Feeling. T'as eu l'occasion de te rendre dans je sais pas, au Festival de Cannes, par exemple, ou dans les Césars? Je sais que tu vois exactement ce que tu me dis là. Je sais pas, moi, des fois, pour invitation. Tu sais, il y a plein de gens qui sont là-bas, qui sont... Bah oui. Qui ont rien à y foutre aussi, mais. Bah bien sûr. Tu sais, tu me parles de ce milieu-là. Le buffet gratuit, hein. Tu sais, les 3/4, c'est pour les bouffer gratos, hein. Et avec du champagne. Bah bien sûr. Et c'est vrai. Mais non, mais les Césars, c'est quelque chose parce qu'on entend souvent ce truc à se dire que c'est un milieu, voilà, c'est un peu les gens du cinéma qui s'auto-congratulent. Je les ai regardés pendant très longtemps parce que j'étais un grand fan de cinéma pendant. Alors je le suis toujours, j'aime le cinéma, mais j'ai plus du tout de temps de regarder les films. Et puis j'ai zappé ce truc-là de mes priorités. Mais pendant des années, je regardais tous les. Avec le Covid, ça a changé. Et puis depuis que je suis arrivé ici, c'est plus difficile. Mais tout, c'était fin février là. À chaque fois, t'as la cérémonie des Césars. Et ça dit, les gens qui ne sont pas de ce milieu disent la même chose que un peu ce que tu dis là, tu vois, que c'est fermé, que chacun a ses trucs. Bien sûr, c'est comme ça. Mais c'est valable pour voilà, c'est valable pour plein de choses, surtout si t'es à part entre guillemets. Moi, je suis dans un milieu où je n'avais rien à y faire. Que ce soit la télé, que ce soit la musique. C'est pour ça que je dis toujours que je suis le cheveu dans la soupe. Mais j'aime parce que ça me correspond. Mais moi, je suis très content que ce soit comme ça. C'est pour ça que je dis les Césars, je ne pense pas que tu m'y verras un jour. Et puis, je pense pas mériter un César. Et puis, je pense que je me ferais chier dans une soirée comme ça. Mais si je peux continuer à faire des séries françaises, faire des choses un peu populaires, c'est parfait parce que c'est ce qui me correspond. Ouais. Tu te verrais pas faire autre chose? Complètement en dehors du... Ben, si demain on me dit, écoute Jean-Pascal, j'ai envie que tu fasses pleurer aux larmes, mais le public français, vas-y, parce qu'on verra une autre facette de moi que je montre pas, parce que je suis quelqu'un de très émotif et je me cache toujours derrière mon nez rouge. Mais ça, c'est mon jardin secret. Mais ça, c'est un vrai travail à faire. Maintenant, est-ce que j'aurai l'opportunité? L'avenir le dira. Mais après, tu sais, moi, je sais faire que ça. Moi, je sais que faire amuser les gens, moi. Si j'ai une force, c'est de dire ce que je pense et de dire des conneries. Voilà. Après, ma force, elle est que si demain j'ai rien d'autre, j'irai bosser, je ferai autre chose. Je ferai électricien et je m'adapterai. Ou boulanger, qui sont des métiers qu'il faut apprendre et j'ai aucun problème avec ça. Mais t'as déjà pensé justement à faire justement quelque chose d'autre d'en dehors? Musique, je l'ai fait. Cinéma. Je l'ai fait déjà. J'ai eu des périodes où il n'y a pas de boulot. J'ai fait serveur dans le restaurant au golf à côté de chez moi. J'ai fait plein de choses comme ça. Bien sûr. Quand il faut bouffer, payer le loyer, tu travailles. Et il n'y a pas de sous-métier. Et comment tu retournes là-dedans et enfin comment tu repasses serveur après avoir connu un peu entre guillemets la gloire et finalement tu retournes ensuite à la télé. C'est une rencontre. On se demande comment on peut. Il y a un moment quand tu vois, c'est bien, t'as le chômage, t'espères avoir un appel de la télé, tu l'as pas, puis à un moment tu dis il va falloir travailler, donc tu te dis qu'est-ce que je fais? Donc moi, étant pas non plus une foudre de guerre, tu vois, je me suis dit il faut que tu joignes l'utile à l'agréable, donc je me suis dit si tu vas au golf,
tu pourras jouer gratos parce que tu es membre du golf et si tu travailles là-bas, donc c'est parfait. Donc j'ai demandé au patron du golf s'il cherchait quelqu'un au restaurant. C'est Il m'a lequel dit golf? ouais, le golf de Chantaco, juste à côté de chez moi. C'est où a été créée la marque Lacoste, qui appartient toujours d'ailleurs à la famille Lacoste. Et je lui dis écoute, mets-moi à l'essai, tu me payes pas, mets-moi les jours que tu veux à l'essai. Si je suis bon, par contre tu m'embauches. Le mec il me dit allez, et j'ai bossé. Et le mec il m'a dit au bout d'un moment ben je te prends. Ok, et j'ai fait un boulot comme tout le monde pour 1500 balles. Tu vois, et c'est aujourd'hui beaucoup ne les gagnent pas. Et ça m'allait très bien parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Le plus dur, c'est le regard des gens. C'est ce que disent les gens. Les gens, ils sont méchants. Les gens, ils te disent. Les gens, ils disent, ah, la télé, ça vous a amené là. Et t'as beaucoup de gens, c'est des connards. Mais il faut passer au-delà de ça. Et suite à ça, tu vois, j'ai Cyril qui m'a appelé pendant le Covid, pendant le confinement, en me disant, je te veux à la rentrée avec moi. Et donc, si tu veux, c'est tout simplement la vie, quoi. La vie, c'est des montagnes. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est juste que quand t'es au plus bas, il faut pas avoir honte. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont honte parce que tu dis je fais de la télé, qu'est-ce que je vais faire d'autre? La télé, c'est comme serveur, c'est comme boulanger, c'est un métier, hein, c'est pas, je veux dire, la télé, c'est un extraordinaire. Un chirurgien qui opère à cœur ouvert, ça, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais tu vois, donc c'est juste qu'il faut se dire des fois, bon, ben je fais ça, et puis, ben, écoute, l'important c'est de payer le loyer, que ta femme et tes enfants n'aient pas faim. C'est ça le rôle pour moi d'un homme à la maison. Mais et puis voilà, et puis la télé redémarre, il y a des propositions, et puis des fois il y en a un peu moins, et bien il faut réfléchir, avancer, faire d'autres choses, et c'est la vie, quoi. C'est que ça doit pas être facile à gérer parce que moi je suis un mec qui, par exemple, est hyper. J'adore contrôler, j'adore avoir une espèce de contrôle, Ah ouais, fais pas de de télé. stabilité aussi. Et ouais, Fais pas de télé. Fais pas de télé, il y a pas de bah, c'est pour ça stabilité. que je fais du podcast. Hein. T'as raison. Je contrôle ce qui sort. Ah, la télé, t'as aucune stabilité. Ah ouais. Aucune. C'est-à-dire qu'un jour tu vas avoir un contrat qui va te rapporter tant, et en fait il faut toujours être dans la prévoyance. Tu dis. Quand t'as un contrat. Moi, j'ai pas de contrat. Moi, c'est la pige. C'est-à-dire que ça se passe comment? C'est il m'appelle, voilà. Et bon, après, je sais si tu veux parce qu'on s'est serré la main. Il me dira, tu t'inquiètes, tu feras tes 4 émissions par mois. Donc, je sais grosso modo. Mais donc, si tu veux, ça reste instable, quoi. C'est un peu, t'es à la pige, quoi. T'es pigiste. Mais c'est pour mon cas. Hein. Il y en a qui ont des contrats, etc. Mais c'est ce que je dis, ça se gagne. Si demain j'ai un contrat, ben c'est que je serai indispensable et que j'aurai mon émission, à moi d'être bon. Peut-être que je l'aurai pas, mais je prends le risque. Ok. Qu'est-ce que tu fais tous les jours, quotidiennement, pour essayer de prendre soin de ta santé? Est-ce que tu as chopé des tips par-ci par-là? Est-ce que tu fais des étirements? Est-ce que en dehors du sport et de la Alors déjà, comment tu vois ça? Je fume pas, je bois pas. C'est très rare. Quand je bois, on a du vin pour les amis ici, tu vois, nous on boit pas à la maison. J'ai un gros défaut, j'adore le Coca Zéro. Bon, ça il faut bien avoir un petit truc quand même. Ben, je me lève tôt. Déjà, 6 heures. Moi, j'aime profiter de la vie, j'aime pas dormir. Pourtant, il faut dormir, mais donc c'est du sport, j'essaye de gérer le plus tôt possible la journée, que ce soit des coups de fil pour la semaine à venir, pour le boulot ou autre. Et après, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, beaucoup. On essaie de varier. On essaie d'avoir une bonne hygiène de vie, en fait. C'est surtout ça. Et puis c'est tout, quoi. Je pense que ça part de là, quoi. C'est dans la tête. S'occuper, puis c'est le moral, quoi. Tu vois. J'ai pas après, je prends beaucoup de vitamines tout le temps le matin. Tu vois, c'est le sport, c'est la bonne bouffe, c'est les vitamines. Tu vois, je dirais pas qu'on est dans un mode healthy parce que c'est toujours de l'extrême quand tu dis ça, mais on fait attention. Tu vois, le petit, il a 9 ans, le matin, il se fait ses œufs, ses flocons d'avoine. Et il sait qu'une fois par semaine, il a le droit de prendre des chocs à pic parce que c'est bourré de sucre, mais c'est qu'une fois par semaine, tu vois. On essaie de faire gaffe, quoi. Tu prends quoi comme complément, par exemple? Alors les compléments. Alors moi, je suis ambassadeur chez QNT. Je sais pas si tu connais, c'est une marque belge QNT. Je connais pas bien, mais j'ai vu. Ouais, j'adore cette marque. Alors moi, je suis à fond pour les protéines, ça j'adore parce qu'ils ont une métapure qui est top. En période de masse. C'est protéines, je fais une bonne cure de créatine, des oméga 3 beaucoup, la vitamine D, qu'est-ce que je prends? Du curcuma, aussi je prends des trucs pour les articulations, j'essaie de prendre, tu vois, Comment? Collagène aussi. Collagène, exact.
Pour paraître plus Qu'est-ce que jeune. j'ai? Après, acide aminé, ouais, ça marche. Avec les crèmes, pour l'instant, je suis pas mal. Et, et après, tout ce qui est acide aminé, etc. Et puis bien manger, et puis faire du sport, quoi. Ça, c'est vraiment mon petit péché mignon, quoi. Mais après, je suis très complément. Moi, la salle, tu vois, si j'ai pas mes shakers, mes trucs à avoir et tout, c'est mon petit rituel, quoi. Ah ouais. Je suis un peu accro à ça, si tu veux. J'aime bien avoir des. Tu sais, je suis très à l'ancienne, moi. J'ai beaucoup de post-it marqués, les agendas, tu vois, tout, pour me rappeler de ce que j'ai à faire. Et le matin, j'aime bien avoir mon shaker de 10 heures, il est en place là. Mon repas du midi sera après là. Tu vois, tac, 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 tac. Comme ça, je suis organisé et je sais ce que j'ai à faire et je fonctionne beaucoup comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as depuis peu, là, que tu t'es fait coacher, ou alors ça fait depuis des années, depuis 10 ans, ou même depuis Non, que t'es jeune? j'ai toujours été un peu. Moi, j'aime pas les trucs à l'arrache. Si tu me dis, allez, demain on part en voyage 3 semaines, tu vois, ah non, non, moi, c'est impossible. Moi, j'aime bien qu'on me Ah, tu, prépare à l'avance. tu pourrais J'aime pas pas la faire le. surprise, moi. Non, non. Ouais. Moi, j'aime bien que ce soit carré, C'est posé. quoi l'émission là où ils partent dans les tribus inconnues Ah, ça, c'est sur France 2, ça. Ouais, ouais. Rendez-vous en terre Territoire inconnue. inconnu. Ouais, Radio Terre Ouais, Inconnu, ouais, un truc comme ça. ouais. Je sais pas s'ils partent un peu à l'arrache, ça t'aurait plu ça? Bah écoute, moi sur M6, je suis parti avec Issa Doumbia. On est parti avec Issa, on est parti au Panama et ça s'appelait Perdu au milieu de nulle part. Mais Ok. Même on a concept eu le quoi. temps de se préparer, ouais, parce qu'il fallait, entre guillemets, il fallait des vaccins, des choses comme ça, donc c'est pas du jour au lendemain. Mais si on me dit demain tu pars avec un sac à dos, une tente et ouais, un concept télé, oui, c'est pas pareil. Mais tu me dis en vacances là, moi j'ai des copains, c'est des baroudeurs terribles. Ils disent ouais, je suis parti avec le sac à dos, le passeport. Et ouais, je dis mais tu te démerdes. Non, non, moi je vais préparer, tu vois, l'hôtel, le transat, hop, le jet ski qu'on peut louer là, super. Et moi, si je suis en vacances, c'est pour dormir dans des draps nickel et pas pour me faire chier à dormir sous un palmier, quoi. Ouais, putain, ouais, non, mais je comprends, mais je partage un peu ce truc-là, tu vois. Après, ça dépend avec l'optique qui va. Ah Mais ouais. il y en a, je suis sûr, il y en a qui te diraient, ah, il a perdu le spirit. J'entends Ouais, ça, mais le il a perdu le spirit, spirit. moi, le spirit, je l'ai fait pendant 30 ans en surfant, tu vois, quand je surfais, tu vois. Je dormais dans une 205 pendant les compètes, on bouffait des saucisses de Strasbourg avec du père rassis. Là, j'ai eu 30 ans, le spirit. Au bout d'un moment, tu vieillis un peu et tu as envie de te dire, bah écoute, si je pars, c'est pour me faire plaisir, je fais mon petit confort. Tu vois, je suis plus dans cet esprit-là, quoi. Ouais. Hmm. Et un mec comme Mike Horn, par exemple, tu vois, qui a, je sais pas, il a plus de 50 ans passé, le mec est Ouais, toujours dans un spirit de fou furieux. oui. Ça t'impressionne pas, toi? Parce que moi, je me dis, Non, parce que c'est son truc. C'est son truc à lui. Tu vois, moi, les mecs qui sont, tu vois, moi, je vais à la salle tous les jours, je vais aller jouer au golf tant que je peux, parce ouais. que j'ai la passion. Moi, ça me choque pas. C'est des passionnés. Les mecs en Formule 1 qui ont été champions du monde comme Hamilton pendant je sais pas combien de fois et qui continuent à prendre des virages à 350 à l'heure, et tu leur dis, mais mon gars, t'es milliardaire, t'as tout gagné, mais tu te prends un mur, t'es mort, pourquoi tu continues? Parce que c'est des passionnés. Donc, je comprends. Quand t'as la passion, Ah, c'est de la la F1, cam, c'est hein. fou furieux aussi, hein. Ah ouais, ouais. Je sais pas si t'as regardé sur Netflix, là, le Énorme, énorme, bien sûr. Formula One. J'ai commencé cette Fantastique. série, là, sous la pression d'un C'est pote pas qui mal, me hein. disait, regarde depuis Ah, des c'est mois, et puis génial. ça y est, j'ai regardé. C'est très, très bien fait. C'est C'est cool. incroyable. Mais Les mecs sont barjots, hein. ouais, puis c'est des passionnés. Mais tu sais, c'est comme un mec qui sait, c'est la même chose que pour quand on parlait de muscu pour les stéroïdes. Un mec qui fait du bodybuilding, c'est son métier. Il sait que chaque matin, quand il s'injecte son DK, son truc, son gnani, son gnagna, il sait qu'il peut crever, mais il continue parce que c'est un accro de son image, de sa passion, et qui dit ben je prends un risque. Bon ben voilà, des passionnés, ben c'est toute passion de toute façon, elle a ses limites, mais c'est les passions, c'est comme ça. Hmm. C'est quoi l'émission que t'as préféré faire Tiens, c'est des trucs qui me viennent en tête là. Je sais qu'il y avait eu Splash à un moment donné. Oh Que putain, t'avais quelle fait. merde, Splash. Eh oui, je t'en parle parce que ça avait été tellement critiqué ce truc. Ça m'a coûté ma place à TF1, ça. Sérieux? Ouais, ouais. Parce que j'avais Pourquoi? pas fait, entre guillemets, parce que pendant les entraînements, je disais trop, je pense que l'émission me faisait chier et que, parce qu'on m'a forcé un peu à le faire, si tu veux. Et, C'était des plongeons. Fallait faire des plongeons. Hein. C'est le ouais, plus faire des beau plongeon. plongeons. Et moi, je déteste plonger, J'ai même pas déjà. regardé, tu vois. Et ils me disent, ouais, mais tu as été sauveteur? Attends, bouge pas. Ouais, chérie, quoi? Dis-moi. Ouais, ok, chérie. Tu récupères Maverick après? Tu peux? Merci, chérie. Et excusez-moi, hein, c'est ma petite femme. Et C'est bon, t'inquiète. donc, si tu veux, quand j'ai fait ce Splash, en fait, Splash,
On m'a appelé un soir, le numéro 2 de TF1 me dit voilà Jean-Pascal, on aimerait bien que tu fasses ce jeu et tout. Je dis ouais ok, mais c'est quoi? Il me dit voilà faut plonger. Je dis ah non mais moi j'ai pas envie. Il me dit mais t'inquiète pas, c'est important pour la chaîne, t'inquiète ça suivra derrière, fais un effort. Ok. Donc de là je raccroche, c'était un samedi soir, vers 22h. 22h10, hop, derrière un autre appel, la production, ouais bonjour Jean-Pascal, ça va? Oui, alors je t'appelle pour le jeu, ouais ok. Donc je leur donne mon tarif et je leur dis c'est 100 000. Parce que c'est les tarifs qui se pratiquent, c'est comme Danser avec les stars, si tu veux. Ah ouais. Donc ils me Ah disent ouais. Ah ouais. ah mais Je attends, sais ils pas prennent moi. tous Et je débarque. 50, 60. Alors moi j'ai mis 100 000 parce qu'ils savent que si j'y suis, ça va faire le buzz, si tu veux. Donc en plus, il faut toujours mettre haut pour discuter. Et ils me disent ah non, c'est trop. Je dis ouais, ben tant pis. Je dis je vais pas déjà aller me faire foutre la honte avec un slip de bain rouge à faire des plongeons que je sais pas faire pour 10 balles, tu vois. Donc de là, le mec me rappelle, il me dit oui Jean-Pascal, c'est encore moi. Voilà, écoute, fais un effort pour l'argent, ça va suivre derrière. Bon, t'es corporate, t'es pro. Donc, je prends quelque chose comme 10 ou 15 000 balles. Attention, c'est beaucoup d'argent, 15 000 euros, mais c'est pas les prix qui se pratiquent. Non, parce que tu sais, après, les gens, ils disent, ouais, ils se rendent pas compte. Bon. Je fais le jeu. Et si tu veux, pendant tout le jeu, ça me faisait chier, si tu veux. Donc, les entraînements, tu vois, je râlais et tout. Mais parce que en gros, j'avais pas le choix. Je devais faire ce jeu. Et si tu veux, à la fin de l'émission, sur mon dernier plongeon, toi, ils m'ont dit alors Jean-Pascal, c'est perdu, quel dommage. Je dis de toute façon, j'ai jamais gagné un jeu sur TF1, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, tu vois. Et le pire, c'est, je pense qu'ils l'ont mal pris, ça les a fait chier, mais le pire, c'est que je n'ai jamais eu de nouvelles du numéro 2 avec qui j'avais son portable, avec qui on se parlait, au moins pour qu'il m'explique. Il aurait pu me dire Jean-Pascal, j'ai plus envie de te parler, j'ai pas aimé ton attitude, même si à mon avis c'était pas ça, mais ou alors me dire ben, tu t'es fait baiser, ou alors te dire on t'a bien eu, mais quelque chose. Mais je n'ai jamais eu de nouvelles. Et c'est de là que ben, TF1 entre guillemets j'ai plus du tout de nouvelles quoi. Alors que ça marchait. Et j'ai l'impression que cette émission tout le monde l'a dénigrée juste après. Tout le monde a dit finalement c'était une sacrée mascarade quoi. Non mais de toute façon on l'a vu aux audiences. C'était nul à chier. Mais tu peux pas savoir si une émission marche ou pas. Tu crois dans un produit. Tu le tentes, si ça marche, tu dis on s'est pas planté, si ça marche pas, tu dis on s'est gaufré. Ça, si tu veux, c'est pas la faute à TF1, c'est la faute à que ben, le programme en France n'a pas marché. T'as des pays où il marche, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas... Voilà, après... Qui c'est qui avait gagné Je crois que c'était Califano. Le rugbyman. Ouais. Mais voilà, c'est pas... Il y avait pas Moscato aussi dans l'émission, non? Non, c'était Cali. Moi, j'avais. Après, peut-être. Je crois qu'il y en a eu plusieurs, hein, je crois. Hein. Il y en a eu une ou deux, non? Moi, j'étais avec Cali. Peut-être. Ok. Mais voilà quoi. Mais c'était une belle émission, une belle bouse, ouais. Une belle merde. Bon, ben c'est pas celle que t'as préféré faire. Hein. Ah non. Celle que j'ai préféré faire, bon, ça sera toujours la Starac. Ah ouais, ça sera toujours la Starac. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'était dur physiquement entre bien chanter, sûr. Danser, le sport, tout ça? Ouais. Ouais, on se rend pas compte parce qu'il faut vraiment que tu bosses quoi. Alors, il y a bosser et bosser, c'est bien, mais ouais, t'es fatigué, puis t'es jeune, donc tu te couches tard, tu rigoles, c'est la colo, hein. Ça pleure un peu aussi. Quel souvenir. Ouais, bon, nous, on n'avait pas de salle CSA, si tu veux. Donc, nous, pendant 11 semaines, je voudrais pas paraître vulgaire, mais j'avais 160 barres de pression dans les couilles depuis le début, quoi. Ben non, parce que tu peux même pas aller t'astiquer un peu le nœud aux toilettes, quoi, parce que t'as un micro, parce que c'est pour savoir où tu es dans le château. Ben ouais, parce que si tu fais un malaise et tout, faut savoir où tu te trouves. Entre les caméras et les micros. Ah non, rien, zéro intimité, rien du tout. Et tu vois les petits strings des gonzesses le matin dans les douches qui sèchent, parce qu'elles lavaient peut-être leurs sous-vêtements. Tu baves, t'as la babine qui tremble comme un chien. On n'en pouvait plus avec Mario et Patrice, je te jure. Des chiens. On n'en pouvait plus. Et donc, si tu veux, niveau intimité, non, c'était pas... Il y a eu 2 bisous avec Jen dans le Porsche, là où on était dehors, c'est tout, quoi. Mais nous, on n'avait pas... À la 2, il y a eu des salles CSA à partir de la 2. Ah, là, j'ai entendu des trucs... Ah, là, c'était trompette et confetti, là. Hein. Ah, ils ont pas fait semblant. Bon, ils ont rattrapé le temps, nous, on l'avait pas. Ouais, ils ont compensé la première saison. Ah oui, donc ça veut dire qu'il s'est absolument rien passé dans la première. Ah non, je te le garantis. Rien du tout, que dalle. Il paraît que Mario avait eu une petite gâterie dans les toilettes. Le petit, l'italien, elle est cheveux en arrière. Tu tapes Mario, bar avec Chia sur Internet, tu peux pas le rater.
Un bon gars. Oui, je vois, mais Voilà. je sais plus si je me souviens, parce que c'était il y a tellement longtemps. Anyway, Très sympa, très bon mec. ouais. Ah, donc lui, apparemment, il s'est passé des petites choses. Bon, il paraît qu'il se serait fait un petit peu chatouiller le pistil dans les toilettes. Mais bon, je n'ai pas de preuve de tout ça, donc je préfère ne rien dire. Il en parlera lui-même. Mais c'est la seule chose qu'il y a eu. Il n'y avait rien. Rien. Je te le promets. Rien. En tout cas, de mon côté. Rien. Ça a démangé fortement, je te rassure. Ok. Bon, bah écoute, c'est quoi tes projets là? On va bientôt conclure, hein, dans les Eh mois, ben, les années écoute, à venir. Là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que starting écoute, block? toujours pareil. Écoute, moi écoute, moi la fiction, le cinéma m'a toujours plu. Surtout le cinéma, j'en ai jamais fait. Donc si un jour je peux, tant mieux. Mais écoute, continuer sur cette lancée, tu vois. J'ai du théâtre qui va reprendre en septembre, logiquement. Ça se passe bien avec l'équipe de Cyril Hanouna sur C8. Tu sais, moi, tant que j'ai le temps de rentrer chez moi pour être en famille, jouer au golf et être heureux, pour moi, le contrat il est rempli, tu vois. Donc D'ailleurs, tu fais plus de surf? non, depuis que je me suis mis au golf, je touche plus une planche. Comment Je ça suis se fait devenu, ça? je sais pas, c'est fantastique. Le golf, c'est incroyable. C'était bien, mais j'en ai tellement fait, si tu veux, j'étais tout le temps. Je manquais peut-être la flamme s'est un peu éteinte, tu vois. J'avais plus l'envie. Et j'ai retrouvé la flamme, l'envie de la compétition, le truc dans le golf. Que je pratique comme un pec et même encore plus assidûment que l'époque de la planche, quoi. Hmm. Mm. Le golf, c'est un truc qui m'attire par son côté un peu calme, tu sais, les grands espaces, l'espèce de C'est sérénité comme ça, de tranquillité. fantastique. Mais j'ai joué un petit peu avec mon père, tu sais, je l'avais accompagné Ouais. quand il allait au golf, mais j'ai jamais vraiment, tu sais, pris des cours, vraiment fait un swing, tout ça. Le golf, c'est l'école de la vie. Tu te bats contre toi-même. Ça fait grandir le golf parce qu'il faut pas péter les plombs. Et ça, c'est vraiment, c'est chouette. Ouais, Moi, ça psychologiquement, m'a c'est fait pas du bien. facile non plus parce que Ah non. ça joue beaucoup. Ah ouais, J'ai énorme. toujours entendu ça, que le mental était très important. À au bloc. golf. À bloc. Mm. Non, c'est top. Écoute, que ça dure. Je suis en bonne santé. Les enfants ont pas faim, ont pas soif. Ma petite femme va bien. La grossesse se passe bien. Écoute, je suis le mec le plus chanceux du monde. Voilà. Bah tant mieux. On va Voilà. pas... Que ça dure. Vraiment. Voilà. que ça dure. Est-ce que tu consultes un peu régulièrement? Alors tout à l'heure on faisait le tour un petit peu de la santé, mais est-ce que tu vas voir des chamans, j'allais dire? Non, est-ce que tu vas voir des thérapeutes, que ce soit kiné, ostéo, naturo, Ouais, je vais voir. Ouais. Je vais voir psychologue aussi, parce que tu vois par exemple Alors, sur sinon. le coach de vie. Non. J'ai vu, j'ai une chiropractrice. Ça, c'est super. À Saint-Jean-de-Luz là? Ouais, elle est vachement bien. Et après, non, j'ai pas de. Non, jamais. Non. Qu'est-ce qu'elle dit elle sur Ah toi? bah, elle me dit, tu voulais attendre combien de temps avant de venir me voir? Parce que je vais la voir, je suis toujours cassé. Quand je vais la Ouais. voir, je dis, j'en peux plus. Elle me dit, mais oui, Kono, ça fait 3 mois. Tu fais du sport tous les jours. Donc elle me dit, faut que tu viennes plus régulièrement. Mais rien, elle me dit qu'après, voilà, je suis un gros stressé et que c'est bien beau ce que je dis à la télé, mais il faudra un jour que ce que j'ai au milieu du bide, ça sorte. Mais ça, c'est Attends, mon... qu'est-ce que tu veux? De quoi elle parle exactement? Qu'est-ce que tu veux Ah, dire, mais ça, c'est mon jardin secret parce que je suis quelqu'un, moi, je garde beaucoup pour moi. Je suis quelqu'un qui se cache derrière le nez rouge, tu vois. Faire l'imbécile, c'est une carapace. Oui, c'est ce Et que elle tu me, me disais tout à l'heure, voilà. c'est sûr. Et elle me dit que ça, voilà. Faut que ça sorte. Elle me dit tôt ou tard, il faudra. Mais ça sortira Mais pas. publiquement ou avec un thérapeute ou juste pour toi? Ça, elle me dit pas. Elle me dit pour moi, parce que tu sais, quand t'as des problèmes de dos, quand t'es bloqué, quand t'es fatigué, souvent c'est pas physique, c'est mental, c'est un problème. Ça peut être quelque chose qui te met dans ces états, c'est quelque chose dont tu veux pas parler, quelque chose qui perturbe, modifie une route, si tu veux. Ça crée des embûches. Mmh. Alors il y en a qui arrivent à vivre avec, comme moi, mais de temps en temps, il y en a, il faut, c'est comme du pu, quoi. Il faut percer et il faut nettoyer. Moi, ça va, je m'en fous. Je cache cette petite infection. Tu caches pour l'instant. Est-ce que tu te vois là bientôt Non. Non. Personne, non, rien. Non, dans les prochaines minutes par exemple. Jamais, impossible. Personne nous écoute. On peut me faire un chèque de 100 milliards, jamais.
Mais c'est con, j'allais le faire. Bon, Eh bien, écoute, tu le donnes à tous À une ces asso. gens qui donnent à l'Ukraine, mais tu donnes surtout à tous ces gens qui voient un saxophoniste l'hiver depuis des années en bas de chez eux et qui finalement leur ont rien filé. Comme ça, c'est bien de donner tout au long de l'année, tu vois. Ça sera ma petite, voilà, ça La c'est bien. rétribution. Ok. Ouais, voilà. Ouais. Bon, ou alors je rétribue tout ça à chacun des auditeurs du podcast, peut-être. Ah ben ça Ils me fait seront plaisir contents. aussi. Ils seront Avec grand contents. plaisir. Comme ça, tu leur offres un casque Jabra, comme j'ai sur, qui est vachement bien. Voilà. Ouais, Super. mais ça a l'air d'être Marche bien. très très bien. Marche très très bien. Bon, les trois dernières petites questions que je pose Ouais. assez habituellement, si c'est pas pour dire tout le temps. Alors, attends, t'as quel âge aujourd'hui? Je sais pas. 43. 43. Ouais. Si on revient une vingtaine d'années en arrière, là, à l'âge de 20 ans, tu vois, j'aime bien me situer peut-être autour de la Starac. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre dans ta vingtaine? Rien. Tout confondu. Rien. Zéro. Rien pour la simple et bonne raison que je suis très fier de ce que j'ai fait, comme je l'ai fait, avec les erreurs que j'ai faites. Donc les conseils qu'on m'a donnés étaient les bons. Donc je pense que l'éducation que j'ai eue m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Je suis très fier d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc si tu veux, les conseils qui m'ont été donnés ont été les bons, je pense. Parce que je suis resté moi-même, que j'ai fait ce que j'avais à faire et que je me sens bien aujourd'hui. Tout ce qui se dit sur toi te passe vraiment au-dessus de la tête, t'arrives à avoir ce détachement. Ouais. Tu n'es jamais dans essayer si. d'argumenter un petit peu ou de te justifier. Si on me le demande, je me justifie. Si on me le demande pas, mais sinon il y a longtemps je me suis foutu en l'air. Ouh. C'est Je rigole, mais c'est pas drôle. genre non mais tu peux, mais c'est vrai, c'est Non, mais je tu sais, rigole parce que oui, tu vois. c'est tu sais s'ils savaient, putain mais j'en ai rien à foutre, je leur pisse à l'arrêt moi. Ouh. C'est vrai, je te jure, c'est oh là là. C'est quand ils font Odile. même de la peine, Odile de Ray. ouais. Magnifique. Ah là, quel film. Cité de la peur. Dédicace. Donc, si tu veux, j'en en veux même pas, si tu veux. Je te dis au contraire, allez-y, ça me fait de la pub. Je suis content. Ok. T'as eu un modèle, un mentor, une influence, quelqu'un que t'as envie mon de père. Mon père était quelqu'un de génial. Mon père était quelqu'un qui s'est toujours dévoué pour nous, pour ma mère, pour mon frère, même dans les moments difficiles, tu vois, on savait pas et on n'a jamais manqué de rien et il a toujours été droit. Ça a été un bon père et pour moi c'est l'exemple type et c'est d'ailleurs grâce à sa manière d'être et de nous éduquer que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, j'en suis persuadé. Le nom de famille Lacoste, lien direct. Je suis un générique, moi. Moi, je suis comme les médicaments, moi, une palcopie. On peut même dire la branche oubliée, le non-héritier. Ok, donc si, ça a un lien, mais Bah, aux dernières nouvelles, avec la marque, hein, il y je a parle. forcément un lien, si tu veux. Mais quelque part. Comme je suis sponsorisé par Puma pour le golf, ça m'arrange très bien. Je porterai pas Lacoste. Bah, tu portes le nom déjà, donc tu dis c'est bon. Ouais, mais c'est bien mieux que le crocodile, tu vois, c'est la classe. Quand tu passes aux États-Unis avec une carte d'identité Lacoste, je te dis pas, ça c'est chic. Ils te regardent et disent, hey, ah ouais, ça c'est la classe. C'est mieux qu'un polo, qui rétrécit d'ailleurs maintenant. Avant c'était de la qualité, aujourd'hui, moi je trouve à chier, j'aime pas. Ah ouais, oh, putain, ouais, je suis pas fan. Je sens que t'as une petite dent contre Lacoste. Non, pas du tout. C'est juste que j'aime pas cette marque. Elle me correspond pas. Okay. Faut être à la retraite. Bah, le problème c'est que la retraite, est-ce que tu comptes la prendre un jour, parce que comme ça va, ça vient. Ça fait 43 ans. Je te dis, je suis le mec le plus chanceux du monde, moi. Et puis si ça peut durer comme ça jusqu'à 80 ans, écoute, tant mieux. La retraite, de toute façon, il n'y aura pas c'est un mot aujourd'hui. Vu comment c'est parti, on n'est pas prêt de se rester du cul au canapé. Non, et puis surtout avec tout ça, ce qui se passe. Je pense que les politiques, ils essayent un peu d'en faire, soit d'en prendre un peu parti de cette histoire-là. Mais bon, en fait, c'est un concept. Exactement. C'est un truc qui va dans les livres d'histoire. Et en parlant de livres d'histoire, c'est bien fait baiser, oui. Justement, moi j'aime bien ce franc-parler, tu vois, c'est assez rare parce que les gens se retiennent toujours un petit peu, et moins ils se retiennent, plus ça me fait plaisir. En parlant de bouquins, est-ce qu'il y en a un que tu as envie de me recommander, ou que tu as envie de... Alors, ça va t'étonner, je suis quelqu'un qui déteste lire, ce qui est très compliqué quand on m'envoie un scénario ou autre. Je n'arrive pas, si tu veux, à me projeter.
quand je lis quelque chose, je n'arrive pas à créer une image. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à visualiser ce que tu lis. C'est le néant. Donc, si tu veux, je déteste lire. Mais par contre, ce que je te conseille de faire, c'est de te mater 1 ou 2 pornos de temps en temps. Ça, c'est très très bien, ça relaxe. Le dernier que j'ai vu, Change de trou, ça fume. Le 2, qui était... Je savais pas qu'ils avaient fait une suite. Mais... Non. Non, écoute, en livre, franchement... Non, je sais pas parce que je lis pas. Même quoi. les livres érotiques, non? T'arrives pas à te visualiser? Même pas un manga. Mon fils a des mangas, je peux pas. Je vais lire l'Équipe et le Figaro à la limite le matin, tu vois, ou le Parisien. Mais vite fait, pour voir, parce que je regarde beaucoup les news à la télé. Mais je suis plus image, moi. La télé, les films, les reportages. Et justement, en parlant d'image, est-ce que t'as un film, c'est quoi ton film préféré? Ou ta série? Ou un truc qui, à la limite, que t'as vu là récemment? Les séries, en série, alors, j'ai vu un truc super en série, parce que je déteste les séries. C'est ça que moi, j'aime les films. Me faire chier à regarder, ou alors je regarde tout d'un coup. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai regardé, je crois que c'est Reacher sur Amazon. C'est un dérivé de la série. Eh putain, mais alors regarde ça. Ils ont fait une saison. C'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est joué, l'intrigue est géniale. Il y a une saison, en plus les épisodes durent une bonne heure chacun. C'est pas mal foutu, je te le conseille. Et sinon, en film, un bon film. Je suis tellement tout ce qui passe, moi je regarde un peu tout, quoi. Je peux te dire, regarde Six Underground sur Netflix. Six Feet Underground? Six Underground. T'as pas regardé ça? Non, avec c'est Ryan vrai que Reynolds, je suis très énorme. Je suis peu. J'ai pas Gros film d'action, scénario priorité, mais... pas non plus compliqué. Et sinon, je vais te dire, dans le plus complexe, mais que j'ai bien kiffé, tu vois, Tenet. Le film? Ouais. Ouais, non, j'ai pas vu le film. Je sais que c'est un des derniers de Christopher Nolan, là. Enfin, c'est le dernier d'ailleurs. C'est assez particulier, mais moi j'ai bien kiffé. Et surtout le rôle de. Merde, je sais plus comment il s'appelle, le Black qui joue dedans, j'adore, je suis fan, qui a joué dans une série qui s'appelle Ballers, avec Dwayne Johnson, sur le football américain, et c'est génial. Et le voir dans ce film, il joue d'une justesse, c'était vachement bien. Bon, ben voilà, on a quelques références si on va aller regarder les films. Tenet, il faudra que je me le mate. J'ai regardé Interstellar ce week-end pour la 3e fois. Ah bah la bande originale. C'est la bande originale de Interstellar, c'est ouf, j'adore. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Bon, Hans Zimmer, hein, il me semble. Et là, c'est Hans Zimmer qui a fait Gladiator, qui a fait toutes ces musiques. C'est fantastique, Hans Zimmer. Exact. Bon, eh ben écoute, parfait. Je te remercie, Jean-Pascal, c'est moi. pour cool. cette discussion. Hein. Je pense que avec moi, je me plaisir. suis bien amusé. J'espère que ça t'a plu. Est-ce sympa. qu'on a fait le tour? Il y a des choses que tu voulais parler, dont on n'a pas évoqué? Non, vas-y. Tu sais, si tu me rappelles quand tu veux, si tu as des idées, n'hésite pas. Moi, je suis toujours partant. brut de pomme. Et voilà. J'aime bien. C'est bien d'avoir des discussions comme ça ouvertes, c'est chouette. Ouais, et puis que j'essaye de changer un peu de ce qu'on peut voir. Exact. Ce qu'on peut voir dans les médias classiques. On fait rarement des conversations de 2 heures qu'on peut voir à la télé, mais après, chacun viendra picorer un peu dans ses podcasts ce qui l'intéresse. En général, quand on part sur un podcast, c'est vrai qu'on prend le temps. Ceux qui écoutent aussi, ils aiment bien un peu un fleuve là dans les voitures, dans les transports. C'est ça qui est bien, notamment avec les applications, avec Spotify, avec Deezer. Maintenant, tu peux même brancher sur les voitures. Enfin bon, bref. En tout cas, reste un petit peu avec moi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, d'avoir suivi. Si vous découvrez le podcast aujourd'hui, allez regarder un peu ce qui s'est fait dans les derniers épisodes. Allez scroller, comme on dit, sur votre application. Voir les invités que j'ai eus. On parle de sport, on parle de santé, on parle un peu de parcours, pas que de musculation de temps en temps, parce que c'est quand même un thème qui est récurrent. Enfin, muscu, fitness, image de soi, ça m'intéresse beaucoup. Le pourquoi les décisions, le pourquoi faire ceci, cela, ça m'intéresse pas mal aussi. Voilà, les épisodes sont longs, comme je le disais. Mettez une petite note si ça vous a plu. La plupart des podcasts sont quand même écoutés par l'application Apple Podcast, qui est l'application violette qui se trouve sur les iPhones. On va dire plus de la moitié des auditeurs sont là-dessus, et l'autre moitié des auditeurs sont à la fois sur Spotify, sur Deezer. Spotify, on peut mettre une note. Une évaluation de 5 étoiles sur le podcast. Si vous avez aimé, c'est une façon aussi de rétribuer, de dire voilà, j'aime bien ce podcast, comme ça il va peut-être mieux ressortir. Et avec ces notes-là, ça permet aussi d'avoir un peu plus de poids lorsqu'on invite des invités, lorsqu'on propose à des gens de passer dans le podcast. J'ai récemment 2 personnes qui m'aident à faire un peu de recherche d'invités. Et ils font des recherches d'invités et ils essaient de contacter certains qui sont presque trop difficiles à contacter, je pense aujourd'hui. Mais petit à petit, voilà, en laissant des étoiles, des notes, en
montrant votre participation, en faisant grossir un peu cette communauté, ça permet peut-être d'aller chercher bientôt des invités comme, j'en sais rien, on parlait de Jérémy Ferrari. Et peut-être pourquoi pas un jour dans ce podcast, parce que son parcours, son histoire d'addiction à l'alcool et ensuite de renaissance, on va dire, et de sport et de santé, ça pourrait intéresser moi le premier, et puis beaucoup d'entre nous, c'est une certitude. Merci, on se dit à la semaine prochaine. Merci Jean-Pascal. Bah, tu rigoles, merci à vous, merci à toi, c'était bien cool. Je vous embrasse à tous. Top. Et puis, plein de bonnes choses.